hey, hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, Faction Focus, Soulblight Gravelords. Et oui, je pourrais pas m'en sauver, il va falloir que je regarde le White Dwarf de cette faction-là. Et avec moi aujourd'hui, j'ai un expert en la matière, Alexis Boucher. Salut Alexis, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va très bien, merci. Très content de t'avoir sur le show avec nous. Alexis qui joue Soulblight Gravelords, je dirais avec un bon succès dernièrement. On va en parler tout à l'heure, mais ça marche, Soulblight, hein? C'est pas pire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Comment ça va, guys? Quoi de neuf ce soir? Tout le monde dans le chat. Effectivement, on va faire notre Faction Focus Soulblight Gravelords. Shout out à Saline qui a utilisé ses 50 000 Gentleman Points pour enfin avoir son Faction Focus sur les Soulblight. Je dirais beaucoup mieux utilisé qu'un Faction Focus Sévirette. Ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Penses-tu qu'on est mieux avec ça? Y a pas de doute. Y a pas de doute. Clairement, là, je veux dire, Faction Focus Sévirette. C'est torturer tout le monde, right? C'est torturer tout le monde. Au minimum. Oui, effectivement. Donc, merci Saline. Ben, lâchez pas, guys. Pour vous qui accumulez les Gentleman Points, vous aurez peut-être, vous aussi, votre Faction Focus. Je suis content qu'on a eu notre premier. C'est ça, David qui dit « J'attends mon 50 000 pour en refaire un. » S'il te plaît! Tu vas me fâcher, tu vas dire « Ah non, ce sera pas un Faction Focus Sévirette, puis tu vas faire un Faction Focus Spirit of the Wind. » Je te connais, je suis dans ta tête, je sais que ça s'en vient. On va te ban, rendu là, on va te ban. Mais déjà pas mal de monde dans le chat, comment ça va, guys? Vaginator, Saline, Woodybox qui est là aussi. PL qui est là, qui te félicite pour ta victoire, Alexis, samedi. Je pense qu'il était très content. Mais en même temps, t'as battu Lou qui jouait Idonette. Puis Héros joue Idonette. Fait que je comprends pas sa mentalité. On l'a vu de toute façon avec le review d'Idonette. Héros est déjà contre ce livre-là à la base. Puis c'est sa faction. Tu sais, c'est fucké un peu. C'est vraiment fucké. Pourtant. Le nouveau livre est très bien. Oui, le nouveau livre est bon. On se rembarquera pas là-dedans. Quoi de neuf, guys? Avez-vous peint un peu cette semaine? Est-ce que ça avance? Toi, Alexis, est-ce que tu as du stock sur ta table? Je suis pas mal certain que la réponse est oui. Oui, sûrement, j'ai des Felbats qui sont en train de en cours de peinture. J'ai des zombies qui traînent pas trop loin. Et j'ai Manfred qui me fait du coin de l'œil. Manfred qui te fait du coin de l'œil. C'est toujours le fun de se faire un petit clin d'œil par Manfred sur le side. On m'a dit qu'Alexis est bas au niveau du son. Je l'ai ajusté un peu. Vous me direz si ça a plus d'allure. Je vais aller t'ajuster aussi à travers Discord pour que ce soit mieux comme ça. Monte le son pour Alexis. Alright. Vous me direz si c'est mieux comme ça, guys. Right. Puis, ben, Alexis, j'en profite. Je pense qu'on peut en profiter immédiatement. Vu que c'est la première fois que tu es sur le show, ben écoute, on va te laisser te présenter pour les gens te connaissent un peu plus. D'où tu viens, comment tu as commencé Warhammer. Clairement, t'es pas. On le voit tout de suite, t'es pas un vieux de la vieille de la quarantaine qui jouait à Warhammer Fantasy. Là. Je pense pas qu'on est là. Ben, pour être surpris, quand j'ai commencé, c'était bel et bien Warhammer Fantasy. Oh! Ok, je me suis fait avoir ça. J'ai entré dans le hobby, j'avais à peine 8 ans. Mm-hmm. J'ai reçu mes premiers bonhommes. Puis c'était surtout juste pour le plaisir d'avoir des bonhommes et jouer avec. J'ai jamais joué à Fantasy, même si j'ai eu plein de bonhommes pour. D'une part parce que c'était beaucoup trop long, et de l'autre parce que je viens du bas du club à Rivière-du-Loup, puis il n'y avait pas personne qui jouait à ça. Mon seul contact avec qui j'ai commencé, c'était mes cousins de Montréal. C'est eux autres qui m'ont fait rentrer. Ça veut dire que j'ai fait mes premiers pas aussi en compétitif. Mais en gros, après à peu près 29 ans, on a migré vers Warhammer 40 000 en 7e édition. Mm-hmm. Puis ma première année, ça a été des taux à l'époque qui étaient nuls à chier.
Je pense qu'on n'est pas en même place en ce moment dans 40K. Je pense pas qu'on soit au même endroit avec les Non, le débat serait pas le même. Mais non, rapidement, je me suis mis à changer d'armée, essayer un peu tout. La V8 est arrivée. J'ai continué à jouer. J'ai fait mon premier tournoi. Puis, c'est ça. Entre-temps, j'ai commencé à convaincre certains de mes amis de peut-être commencer avec quelques bonhommes. Puis, quand Age of Sigmar est sorti, on n'a pas tout de suite migré. C'est quand les points sont arrivés que là, on a décidé de faire un jet. Vous avez Donc, skippé, moi, vous avez mes deux- skippé l'âge noir d'Age of Sigmar. Vous avez bien fait, dans le fond. C'est ça. Ouais. Donc, première armée que j'ai eue pour Sigmar, ça a été Legend of... ben, c'était encore le bâton Death, même, à l'époque. Euh, Je suis pas très loin de où j'ai commencé. Mhm. Et j'ai fait mon premier tournoi, c'était la dernière édition du Chaos Ludique à Montréal. C'était en 2016, je me souviens pas. Puis quand je me suis présenté là-bas, je savais même pas encore qu'est-ce qu'était une fac. J'avais aucune connaissance du monde compétitif et j'ai rapidement compris que j'étais pas à la bonne place. Donc je me suis fait laver sur mes 3 games, repart de là, mais ça m'a juste poussé à aller plus loin et à mieux comprendre. Donc de là, j'ai, comme à 40K, essayé plusieurs armées. J'ai pas gardé mes Legion of Night très longtemps, avec le début de la V2. Ça s'est revendu. Et j'ai commencé ça, de plus en plus de tournois jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis rendu à Québec. Déjà une pas mal plus grosse communauté. Facile de s'entraîner. Et des parties à toutes les semaines, contrairement à mon petit coin perdu. Mhm. Quand même, à la fin, j'avais réussi à recruter 5-6 joueurs. Je vais peut-être une partie par mois. Mais bon, avec l'arrivée de la COVID, ça a tout tombé Ouais. au néant. Ouais, ça n'a pas aidé. Shout-out à la communauté de Rivière-du-Loup. J'y vais souvent. Ma belle famille est à Rivière-du-Loup. En fait, j'y étais en fait semaine passée. Donc, Ok. j'espère que la communauté pourra grossir. Ils n'ont pas de magasin de jeux comme dans ce On style-là, a vraiment. Là. absolument. On a un petit magasin de jeux de société, mais on n'a aucun endroit pour jouer Ouais, dans c'est la ça. ville. Il manquerait, C'est ça le plus gros défi. il manquerait un petit club Bastion, mettons. Là. Un petit quelque chose de même. Là, Peut-être un jour, peut-être peut-être un un jour. jour. Peut-être un jour. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais je trouve ça beau ce que tu as dit tantôt. Tu sais, le premier tournoi qu'on va. Tu sais, quand on pense que, OK, on joue avec nos amis, on a pas mal une grip sur l'armée qu'on joue, on a gagné plusieurs games, on est comme, ah, je vais aller faire un petit tournoi. Puis là, bang, on frappe tellement un mur, puis on s'ouvre tellement à un nouveau monde, puis tu l'as bien dit, hein, tu t'es fait laver tes 3 games. C'est comme, OK, le reste du monde sont rendus ailleurs. Faut les rattraper après ça. Ouais. Ah, c'est solide. Ça nous arrive tous, bien entendu. J'en profite pour mentionner que tu es quand même aussi un peintre à commission qui fait des commissions. Finalement, tu fais du beau stock, on peut te voir Ouais. publier un peu partout sur Facebook, notamment dans les salles peintres ou vraiment Ouais. du beau stock, surtout du debt ces temps-ci, on s'entend, mais tu avais une coupe d'armée qui avait passé, tu avais fait du Skaven pendant un bout aussi, ça je pense que ça avait été un bon J'ai supplice. pratiquement fini, mais oui, Ok. il y en a encore à faire. Il y a toujours plus de rats, il reste toujours des rats Je quelque part. suis sur les 2 derniers modèles d'une Oh! armée de 375 Kevin, donc Ouh, ok. c'est un moment assez marquant. Donc, Alexis prend des commissions si jamais vous voulez du beau stock bien peint. N'hésitez pas. Puis aussi, c'est à mentionner, tu t'es joint très récemment à la famille du Bastion, Bastion Québec. Puis, Oui. tu as commencé des soirées animées les lundis soirs, aux 2 semaines en fait. Là, tu peux peut-être nous en parler un peu plus. Là. Exactement. Donc, depuis, ça va faire bientôt un mois, le Bastion est ouvert les lundis soirs. C'est moi qui est présent. Mhm. Puis, on m'a demandé d'essayer de développer la communauté, que ce soit les jeux actuels et Just Sigmar 40K, que d'autres jeux ou des même aller juste vers des board games.
Les lundis soirs sont ouverts pour n'importe quel jeu. Et à toutes les 2 semaines, j'essaie d'organiser un petit quelque chose pour initier les nouveaux joueurs. Comme la semaine passée, ben, il y a 2 lundis, il y a eu une soirée pour Dice Throne, pour ceux qui peut-être ont déjà entendu parler. Et la semaine prochaine, on va avoir une belle soirée Kill Team. On a quand même beaucoup de joueurs attendus. Très cool, ben oui, n'hésitez pas. Puis ça sera pas juste. Si je me trompe, tu me diras si je me trompe, mais je pense pas que ça va être juste non plus du wargaming, là, les classiques. Là. Je pense que tu vas aussi te promener un peu à travers différents jeux, différents systèmes. Ouais, différents jeux, différents systèmes, puis on va même probablement toucher à ce qui est de la peinture. Ça, c'est encore à revenir. Cool, cool, super. Ben oui, n'hésitez pas. Vous pouvez tout suivre aussi sur la page Facebook du Bastion ou sur le Discord aussi pour toutes les nouvelles là, concernant ces soirées-là. Puis j'ai mis en même temps dans le chat le lien de ton Instagram, Alexis. Puis je sais pas si tu avais une page Facebook aussi, là, on m'a demandé. En tout cas, C'est la même chose qui passe sur la même page principe. Facebook, sur la page Instagram. Parfait, parfait. Donc, guys, si vous voulez aller voir... oui, merci Saline qui vient de, qui vient de poster un de tes posts de... c'est ras du corps de Beast, mais on y voit très bien le Ouais, fessier. tout retirer ce qu'il y avait autour et photo de couverture. Solide bot rating ici. Là. Je pense pas qu'elle Wario soit dans le chat malheureusement, mais ça serait un solide bot rating. Rendu là, j'ai pas le choix de la. J'ai pas le choix de la mettre à l'écran. Donc, voilà, si vous voulez voir l'Instagram d'Alexis et ce magnifique cul mort ou undead, c'est non mort, là, c'est comme vous voulez. Ça se passe sur Instagram à Boucher Painting. Donc, allez le suivre, ça en vaut la peine. On voit d'ailleurs certains des Skaven que tu faisais un peu plus bas. Là. Du beau stock. Du beau stock! Alright. Rapidement, si je remonte dans le chat, David qui disait mon gros projet est fini à 95%, je repars avec les soumissions. Un Guo pour le prochain Paint to Glory. Ok, j'ai hâte de voir ça. Un petit Guo. Guillaume qui a dit bel accord terminé. Oh oui, je sais pas si vous avez vu le bel accord de Guillaume passer. Sur Facebook à soir. C'est solide. C'est très, très, très solide. Il va bientôt être disponible au Bastion. Il va bientôt être en vente au Bastion. Plus de détails là-dessus à venir. Puis il dit je suis maintenant rendu à faire des vulgaires Stormtroopers, désolé. Ouais, c'est sûr que là, t'es pas en même place, Guillaume. Là. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Saline qui dit je suis en live en train de continuer mes magmadrottes. Nice. J'ai hâte de voir ça aussi. Ben, j'ai déjà vu un peu d'update. Ça s'en vient bien de ce côté-là. Moi, j'ai pas avancé du tout. Je l'ai mentionné tantôt, j'étais hors de la ville en fin de semaine passée. L'Or Master en fin de semaine, donc probablement que j'aurai pas beaucoup de temps non plus. Mais après ça, là, on en parlait un peu avant le stream. Faut donner une go. Là. Le Clash, c'est dans un mois, guys. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça là. Mais c'est dans un mois. Faut travailler fort. Faut que ça avance. La plupart du monde préfère vivre dans le pays. Ouais. Probablement moi également. C'est toujours la semaine avant qu'on est le plus productif. Juste voir des Jocelyn Cloutier peinturer des minis dans sa chambre d'hôtel sur le bol de toilette. On est tous un peu un Jocelyn Cloutier à travers nous autres. En tout cas, c'est drôle à dire, mais je l'ai dit pareil. Il y a un fatigant qui pose des countdowns sur la page du Clash. Ouais, je l'ai vu passer, ce fatigant-là. Je l'ai vu passer. Maudit Clash, je panique avec tout ce qu'il y a à faire depuis les fêtes. Ben, c'est un gros événement, là. Ça s'en vient. Là. On a très hâte. Très, très hâte d'être rendu là. Ça s'en vient. Je l'ai mentionné tantôt, l'Or Master en fin de semaine qui s'en vient à Québec. Très hâte d'y aller. Il y a eu un tournoi aussi en fin de semaine passée au Bastion. On va en parler un peu plus tard puisque ça fait partie de notre sujet actuel. Rapidement, guys, j'en profite pour mentionner que c'est encore le Paint to Glory. Donc, pour vos soumissions, envoyez ça au courriel du Bastion. Tous les détails sont sur le site. On prend les soumissions. Et le premier show du mois d'avril qui, je n'ai même pas checké, ça tombe le 5 avril. Moi et Guillaume se feront un plaisir de voir vos soumissions pour le Paint to Glory et de faire un heureux gagnant
clairement prédéterminés à l'avance. Donc, je l'aurais dit ici. Puis, en même temps, ben, je vous rappelle que pour le giveaway des subscribers, ben, c'est des produits Gamers Grass. Donc, le gagnant se fera donner un crédit de 40$ pour des produits Gamers Grass. Je ne sais pas si tu es familier avec les produits, Alexis. En as-tu utilisé personnellement? Je l'ai pas encore utilisé, mais j'ai pu en manipuler quand même, parce qu'on a reçu une grosse commande au Bastion cette semaine. Ouh. J'ai fait ça, ça a l'air de la belle qualité. Ouh, c'est bon à savoir ça. Il y a peut-être mon stock là-dedans. Ah, Va falloir que je gosse un peu Zach, là, comme je sais si bien le faire. ouais, Là. ça va être à lui de gérer ça. Gang qui dit wow, quel souvenir merveilleux. Ou encore, je sais qu'il fait des elfes noirs pendant le speech d'introduction de l'organisation du tournoi. Comment être vraiment à donner à Medud, j'aime ça. Puis un qui dit pour une fois, mon armée est prête, mais je suis en train de recevoir tous les prix des sponsors et de préparer le tout. Yes, on a hâte de voir ça. Beaucoup de sponsors cette année, beaucoup de monde va être présent. Je sais qu'il va y avoir un représentant de Conquest aussi sur place pour faire des démos tout le week-end. Ça va être très très cool. Très très nice. Très très nice. Alright. Oh oui, c'est vrai aussi. Dernière chose. Je voulais en parler puis je me suis même pas assez préparé. J'ai-tu une petite image? J'ai pas l'image. Ici. Ok. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais boum! Demain, Adepticon qui commence. Et il y aura un preview demain soir. Donc, pour nous, là, j'ai vu plusieurs heures passer, là, mais pour nous, c'est à 10h le soir, 22h. Donc, demain soir, mercredi, à 22h en live. Et il y aura un show en live demain. Donc, pour tous ceux qui veulent se coucher tard en regardant, probablement en étant déçus, puis en regardant des modèles autres que Age of Sigmar pour la plupart, ben ça se passe sur le stream ici, avec une petite broue bien entendu. Donc, yes, on va regarder ça demain soir pour ceux que ça intéresse. Ça devrait être cool. Quand même, ils nous ont dit huge reveals. Là. Je sais pas à quel point il faut les prendre au mot. Si on se fie au dernier release, faut pas avoir beaucoup d'attente malheureusement. Ouais, tu fais pas d'attente toi Alexis? Non? Non. T'as un cœur de faire le pas à faire. Ouais, c'est ça. Demain, on peut être sûr. Tu t'es fait blesser trop souvent, là, clairement, toi aussi. Exactement. Je vois le genre. Tu sais, on sait qu'il y a 2 Battletoads qui s'en viennent encore cet été, là. Je veux dire, un Chaos puis un Order. Est-ce qu'ils vont juste nous montrer que c'est Sylvaneth puis Skaven comme on s'y attend, puis that's it? Ouf, là je serais déçu. Là, je serais quand même déçu. Des nouveaux modèles, s'il vous plaît. Parce que là, on attend Night Hunt, on attend Daughters of Cain. Est-ce qu'on aurait... Ben, on sait qu'il y a des nouveaux Night Hunt qui s'en viennent avec les archers, les crossbows qu'on appelle. Les crossbows, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles qui pourraient sortir? Je sais pas. J'ai hâte. Mais déjà, on a eu les premiers previews de règles de certains personnages de la boîte de King et Nighthawk. On peut avoir espoir que ça s'en aille plus vite qu'on le pense. Ouais, Arena of Shades, ça pourrait peut-être tomber en pre-order prochainement, ça serait cool. Parce qu'il avait bien dit que ces 2 livres-là allaient dropper au printemps, mais ça pourrait être tôt là, dans le printemps. Là. Ça pourrait être comme début avril, mettons. Là. On pourrait se gâter. Là. En tout cas. On s'en plaindrait pas. On s'en plaindrait pas, effectivement. Donc, demain soir, c'est un rendez-vous, 22h. On va écouter ça en gang. On pourrait se faire un genre de bingo. Genre, est-ce que la caméra shake pendant qu'il essaye de montrer des sprues? Ben là, vous avez... Tu sais, on pourrait monter un genre de bingo. Ça pourrait être cool. J'avais pensé à ça. Je vais peut-être checker ça. Ça pourrait être nice. Alright. Donc. Soulblight Gravelords. Soulblight Gravelords, on en a parlé tantôt. C'était Legion of Nagash avant, maintenant devenu Soulblight, qui était pas mal. C'était le dernier livre de la 2e édition, mais on s'entend qu'il était le livre. Quand même, on voyait qu'il était pas mal écrit aussi pour la 3e édition qui s'en venait. Là, on avait des petits indices, notamment la règle des Blood Knights qui fonctionnait pas en 2.0, mais que finalement fonctionnait très bien en 3.0. Donc on avait déjà des petits teases que ça s'en venait. Y a-tu des si gros changements au niveau du gameplay? Ben, il y en a eu certains. T'sais, on s'entend que les Gravesites c'est encore là, puis tout ça.
Mais je pense que la faction a vraiment mis beaucoup plus d'emphase sur... je pense qu'ils ont été mieux rebalancés un peu toutes les unités de base. Je pense que qu'est-ce qu'on voyait dans le temps avec les Gens of Nagash, on était beaucoup avec les squelettes. Puis je pense que c'était pas mal le gros de la force. Là. Mais là, on est venu... Pour un livre qui a autant de War Scroll, il y en a très peu qui sont comme à la poubelle. Je vais le dire comme ça. Sincèrement, je pense que ça a été un des meilleurs Battletoads des deux, comme tu dis, parce que c'était pas encore sorti en version. Ouais. Qu'on a eu. Ouais, non, d'un point de vue design, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était l'un des mieux designés, sous-faction intéressante aussi. Oui. En termes de power level, je trouvais qu'on était dans un sweet spot. Rien de très brisé, mais capable de bien performer contre la plupart des armées. Honnêtement, je pense que Soul Blight était quand même très solide. Et la 3e édition est arrivée. Certaines choses ont été un peu plus difficiles, notamment, bon, je pense que toutes les armées de Horde à la base, les Reinforcement Points, ça a été un petit peu plus rough pour ces armées-là. On l'a vu avec Skaven, on l'a vu avec Gloomspite. Par contre, Soul Blight avait probablement des builds un peu assez différents pour être capable de dire non, je n'ai pas nécessairement besoin de jouer des Hordes, je peux jouer différemment quand même. Surtout que lors de la sortie du Battletoad, avec tous les nouveaux modèles Blood Knight, beaucoup des joueurs ont entré finalement avec le côté vampirique. Donc, finalement, les hordes l'ont pas trop ressenti au début. Exact. Et quand on a été chercher d'autres choses dans le livre, que là, il a fallu faire plus attention, on avait déjà appris à peu près les règles de base. Ça n'était pas aussi violent que les armées 100%. Exact. Non, je suis d'accord. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose pour ce petit Faction Focus, on va faire un retour sur les habiletés d'allégeance, sur les sous-factions. Quand même un retour rapide, on va pas lire chaque ligne. Vous connaissez le livre, on connaît le livre. Mais on va quand même aller highlighter quelques petits trucs qui sont importants pour l'armée. On va passer sur certains War Scrolls qui, selon nous, sont probablement assez core pour l'armée. D'autres qui sont peut-être moins vus, mais qui pourraient être intéressants. Puis finalement, on va vous présenter des exemples de listes que Alexis nous a préparées, dont une liste championne. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est la liste qui... Spoilers alert, c'est Alexis qui a remporté le tournoi en fin de semaine passée au Bastion avec ses Soul Blight Gravelords, donc hype. Gardez-vous, vous devez rester jusqu'à la fin du show pour voir la liste gagnante. Hein? On n'est-tu pas clickbait un peu? C'est l'enfer. Ça a été une belle journée, ouais. Donc, on va vous présenter ça tantôt. OK. Donc, Soul Blight Gravelords. Au niveau des Allegiance Ability, on a nos sous-factions. Nagash peut faire partie, bien entendu, de cette armée-là. Quoique, je pense que c'est probablement l'une des factions que Nagash est le moins intéressant au niveau de la dette. Avec son nouveau War Scroll, il bénéficie plus des bonus d'Odiap. Donc, au final, quasiment mieux en Soul Blight. Il va avoir un domaine de spell un petit peu plus gros. Exact. Mais c'est sûr que c'est pas... c'est plus sa place. On le voit vraiment plus en la légende. Non, c'est ça, exact. Ouais. Donc, rien de bien spécial de ce côté-là. On a encore une fois les Gravesites. Avant, on en avait... non, excusez. Parce que dans un article, au début, à un moment donné, il y avait un peu truqué tout le monde puis il disait qu'on en avait juste 2, mais finalement, on en avait juste 4. Ça m'est revenu. Donc, vous avez encore vos 4 Soul Blight. Vos 4... les Gravesite, bon, je vais le dire comme ça. Ouais. Ils ont perdu l'habilité de healer. Ils ont perdu l'habilité de ramener des modèles, mais vous donnez d'autres habilités comme pouvoir Deep Strike, ce qui était déjà là avant aussi. Mais ça vous donnait aussi votre buff de non, c'est pas le Ward, je me trompe. Je dis n'importe quoi. Avant, il permettait vraiment juste le healing Ouais. et de sortir, de prendre des unités mortes et les faire revenir au début de la game. Ça l'a légèrement changé, mais c'est resté. On a perdu le healing puisqu'il a été quand même beaucoup uniformisé à la grandeur de l'armée. Il en reste pas beaucoup. C'est pas nécessairement sur un rajout de modèles constant. La survie de l'armée, c'est pas. Mais ils permettent de donner la Ward Assist comme les héros. Ça permet d'avoir
moins besoin de nos héros comme totem. On peut fonctionner ça. Ok, parfait. Je t'ai pas mêlé trop dans le fond. Ça, je l'avais backetché. Ok. On a encore le Locus of Shyish, donc un casting de 9+, vous avez votre spell qui va se résoudre 2 fois, ça c'est resté aussi. Deathless Minions, on en a parlé, classique Ward de 6. On a des debuffs à la Bravery, qui peuvent être intéressants, qui peuvent aller jusqu'à 2 de Bravery de moins lorsque vous êtes en contact avec 2 units, mais c'est même pas en contact, hein, c'est within 6, là. Fait qu'il faut juste être proche de unit Gravelords, puis ça debuff votre Bravery, pourrait être intéressant. L'une des nouvelles habiletés qui, selon moi, est quand même assez importante pour la faction, c'est Endless Legions. Donc, vous avez des manières de ramener des units qui ont été détruites avec un jet de dés, et le jet de dés est bonifié pour chaque unité qui a été détruite. Ça peut être game-changing quand même. Ramener c'est la moitié d'une unit qui revient quand même. Ouais, avant, on payait 1 CP puis on peut ramener une unité complète. Ouais. C'était un petit peu, sans dire stupide, mais ça pouvait être abusé, mettons. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout cela, la moitié d'une unité, et c'est une fois par unité. Donc, au final, ils ne reviennent pas à l'infini. Et c'est aléatoire. C'est sur un 5+. Donc, il y a des parties que ça va arriver souvent, d'autres pratiquement jamais. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça sert à la phase de morale. Quand celle de l'adversaire est la vôtre, et lorsque ça se fait dans le tour de l'adversaire, que vous faites votre 5+, la unité qui revient est opérationnelle pour le tour suivant. Elle peut bouger et attaquer. Juste pour ça, personnellement, c'est un buff. C'est une bonne différence avec le summoning plus régulier où ce qu'on arrive à la fin de la movement phase, comme tu dis, là on peut pas move, tu sais. Alors que là, toi, ça donne déjà, si t'as le tour après, ça donne déjà une bonne chance de pouvoir faire quelque chose immédiatement avec cette unité-là. Ouais, ça fait une grosse différence. Très solide. Je trouve que c'est quand même, oui, c'est sur un jet de dés maintenant. On peut le descendre quand même. S'il y a plusieurs units qui ont été descendus, ça sera pas juste sur un 5+. Mais des fois, ce 5+-là va faire des grosses différences dans des games. J'ai joué des games où il n'y a aucune unité qui revient du tout de toute la partie. Et là, c'est très triste pour le joueur Soul Blight. Et il y a d'autres games où à chaque fois qu'il va rouler le dé, il y a toujours une unit qui revient. Et là, on a vraiment l'impression de jouer contre une vague qui ne finit plus, là. Ouais. On a un peu, un feeling de jeu contre du Beast of Chaos. On va se le dire, là. toujours une petite chèvre qui se cache à quelque part. Toujours un petit squelette qui se cache à quelque part. On aime ça. Ensuite de ça, on a nos Deathly Invocation. Donc, on peut ramener un nombre de modèles. Ça a été keywordé. Donc, ça marche maintenant avec selon le héros que vous avez. Ça aussi, c'est encore assez standard pour la faction. Ramener des modèles ou pouvoir healer dans le fond. Donc, c'est quand même, ça fait un bon tour. Rapidement, je mentionne aussi qu'on avait eu un Battle Trait additionnel qui avait été ajouté dans l'update du White Dwarf, qui s'appliquait à tout le monde. C'est que on a commencé à voir ça, là, surtout avec des factions dettes. Là, on l'avait vu avec Bone Reapers aussi. Si vous avez un héros qui se bat dans la combat phase, et bien immédiatement après, vous avez une unit là, qui peut se battre. Là, en avantage au Bone Reaper, nous, ça ne coûte rien en se Black Gravelord. Ouais. Une capacité innée. C'est ça. La seule chose, c'est que ça peut pas être un héros monstre. Non. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnages qui tapent bien et qui sont pas monstres. Le seul qu'il faut faire attention, qui peut faire des surprises, c'est Raducar. Qui n'a pas le monstre et peut donc taper une unité. Peut faire quand même pas mal de dégâts. À la limite, vous allez peut-être avoir un petit Vampire Lord à pied qui va peut-être pouvoir faire un petit peu de dégâts avant que la grosse unit frappe à côté, mais c'est un petit bonus. Faut pas voir ça comme une grosse habilité qui va faire une grosse différence, mais des fois, ça peut être quelques wounds de plus là, que vous allez faire, puis ça brise pas votre séquence d'activation finalement. Donc, ça avait été rajouté dans le White Dwarf. Ok, on va passer rapidement sur les sous-factions. Legion of Blood, eh bien, il faut mentionner quand même que Legion of Blood avait eu un update aussi à travers le White Dwarf. Des petits changements qui avaient été faits. Parce que, généralement parlant, tu me diras si tu es d'accord avec ça, toi, Alexis, c'était, je crois, la sous-faction considérée la moins bonne ou probablement Avengori ou Legion of Blood, dépendamment. Les 5 sous-factions sont bien. Maintenant, ils ont tous des bulles différents et des avantages différents. Qui était le problème, c'est qu'elle n'apportait pas vraiment de bonus à des unités particulières.
Et les bulles étaient petites. Elle avait des bons artefacts, des bons traits de commandement, mais une allégeance en tant que telle ordinaire. Le petit bonus qu'ils ont rajouté dans le White Dwarf, c'est tout simplement que les personnages vampires à pied ou sur zombie dragon, ça touche malheureusement pas les Vangorian Lord, qui est le nouveau vampire centaure. Et dépendamment s'ils sont à pied ou montés, ils vont avoir plus une attaque ou plus deux s'ils sont à pied, ou plus un au casting dispel, ou plus deux lorsqu'ils sont à pied. Donc, plus deux de casting, ça paraît quand même bien sur un sorcier, sachant qu'il y a d'autres sources de bonus dans la faction qu'on peut aller chercher. J'ai trouvé ça super intéressant comme update, honnêtement. Ça a été un beau glow-up pour la sous-faction. Avant ça, si on voulait jouer la faction spell casting, c'était vraiment Virkos là, qui nous présentait avec un reroll. Alors que maintenant, je pense qu'on a un peu plus un choix à faire qui peut être un peu intéressant. Parce que le reste des habiletés n'était pas mauvaise. Là, je veux dire, le fait que vos unités de squelettes ou en fait, c'est vos Death Rattle, c'est ça. Pouvez ignorer les modifiers, dans le fond, to hit ou to wound. Les negative modifiers, c'était quand même une solide habilité qu'on ne retrouve pas nécessairement nulle part ailleurs dans Age of Sigmar. Mais... En version 2, c'était très fort parce qu'il y avait beaucoup de malus stacking. En V3, il y en a de moins en moins. Donc, c'est plus autant impactant, mais c'est jamais grave. C'est ça, c'était plus comme un petit bonus intéressant, mais il manquait un peu de viande à la sous-faction que je pense que le White Dwarf est venu rajouter, que j'ai trouvé super intéressant. Donc là, soudainement, je pense que Legion of Blood fait partie de la discussion, peut être un choix intéressant pour votre armée, si vous voulez jouer surtout, Death Rattle, on s'entend, mais ça ne vous empêche pas d'aller jouer d'autres trucs à travers. Et là, soudainement, vous avez quand même du bon casting là, avec vos Vampire Lord qui peut être très, très, très intéressant. David qui dit manque de viande, il n'y a pas des zombies pour ça. Ben, je sais pas si tu veux manger ce genre de viande-là, David, mais en tout cas, libre à toi. Libre à toi. Je vais juste nous remettre. Parce que là, j'étais allé sur Wikipedia parce que malheureusement, je n'avais pas le reste de l'update pour Legion of Blood, mais j'ai le reste de la White Dwarf update qui va paraître pas longtemps après. Donc, ça, c'est pour Legion of Blood. Est-ce qu'il y a des common traits ou artefacts que tu trouves intéressants à mentionner ici, Alexis? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut essayer de builder alentour? Ou... Je vais dire actuellement, moi, le Legion of Blood qui m'attire le plus, c'est tout simplement que toutes les unités entièrement à 12 du général ont un paladin à 6. Ça permet pas de commencer le paladin si vous êtes à 6, mais si vous êtes à 3, c'est paladin 6. Et même si ça paraît anecdotique, ça permet des beaux petits mouvements de micro-gestion dans la partie qui peuvent embarrasser vos adversaires. Vraiment, vraiment. Pour l'artefact, c'est tout simplement un plus 1 de save. Comme on a beaucoup de héros en 3+ naturel, de passer en 2+ de base sans aucun ordre ou sort, ça les rend très solide. Puis je rajoute même au pile-in de plus, tu sais, oui, on peut venir screw up un peu le mouvement de quelqu'un d'autre ou d'aller chercher même un objectif alors qu'on serait pas supposé. Puis sur des unités comme des squelettes ou des zombies, qui c'est vraiment important leur activation puisque les squelettes vont ramener des modèles lorsqu'ils activent et les zombies, tu veux le plus de zombies possible qui attaquent parce que tu veux aussi ramener des modèles dans cette unité-là à travers les morts qu'ils causent. Donc, avoir des fois juste 5, 6, 7 zombies de plus qui ont réussi à pile-in et attaquer, ça peut faire une grosse différence sur la résistance de la unit, son endurance finalement. Complètement d'accord. Donc, quand même assez solide de ce côté-là. Pour la Legion of Blood, ensuite de ça, on a la Legion of Night. Ça, c'est la sous-faction de Manfred lui-même. Donc, on avait un genre de plus 1 de save dans le premier Battle Round, un peu à la Tempest Side de Cities of Sigmar. Puis, on avait une genre... C'est comme un peu la sous-faction pour Ambush. Là. Ils voulaient vraiment pousser ça avec cette sous-faction-là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, selon toi? De moins en moins. C'est la faction qui, je pense, qu'il y avait le plus de contre le tir. Le tir diminue de plus en plus. C'est peut-être elle qu'on va voir un peu moins.
puisque le fait de pouvoir mettre ses unités en réserve au tour 1 lui permettait de garder un tour de plus sur la table. Ça reste solide, on s'entend. N'importe quelle habilité qui vous permet de null deploy, de garder vos unités clés en dehors du champ de bataille, parce qu'on a beaucoup aussi de listes on a designées pour prendre le premier tour et vous faire le plus mal possible dès le départ pour que vous ne soyez pas capable de revenir dans le jeu. Et bien là, si la plupart de vos unités clés sont hors du battlefield, et en plus, le reste de votre stock qui est sur la table a plus 1 à leur save, soudainement, on est déjà mieux préparé à un Alpha Strike. Donc, je pense que je suis d'accord avec toi, ça diminue, mais son utilité est encore là. Puis ça vous donne une belle option, je pense, là, de pouvoir builder de ce côté-là. Juste à noter aussi, c'est la sous-faction qui permet de jouer les Vargeist en Battle Line. C'est une unité qui est bonne, mais pas la meilleure non plus du bateau. Vargas qui peuvent deep strike de leur War Scroll carrément. Là, donc, ouais. Vous pouvez même encore plus mettre de units en réserve sur ça va dans le thème de la faction. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça peut très bien fitter avec ça, effectivement. Est-ce qu'il y a des common traits ou artefacts intéressants à noter ici qui peuvent vous aider pour votre plan? Personnellement, moi, en common trait, j'allais souvent chercher soit le Immune Bravery, puisque les squelettes ou les zombies, même s'ils reviennent à la vie, les cartes comptent au final. Donc, ça demande de toujours garder des points de commandement. Et en sous-black revolt, on en utilise beaucoup. C'est jamais perdu. Sinon, un autre que j'aimais bien aussi, c'est encore dans l'optique de protéger certains personnages clés. C'est que lorsque le général est mis en deep strike, il n'arrive pas sur les bords de champ de bataille, mais n'importe où sur la table. Pour l'artefact, souvent j'allais sur la griffe de Morbeg qui permet d'avoir tout simplement un plus de casting entièrement à portée du casting. Solide. Encore une fois, on a une façon d'aller sécuriser un meilleur casting, là, possiblement sur notre Vampire Lord peut-être, ou sur Zombie Dragon aussi, qui peuvent avoir des spells assez intéressants. Ou même des fois, si vous voulez juste le mettre sur un petit Necromancer pour pouvoir sécuriser votre danse macabre, ça peut être intéressant aussi quand même. C'est la seule faction qui permet en fait de fiabiliser les sorts des personnages non remplis. Parce que là, ça s'applique à tous les wizards. Ça peut être mis sur n'importe quel wizard, pas juste les vampires, comme tu dis. Ouais. Donc, intéressant sur un Necromancer, par exemple, qui habituellement n'a pas de bonus. Non. Cool. Virkos, je pense que c'est l'une des sous-factions qu'on a vu le plus depuis la sortie du livre. Je le mentionnais tantôt, c'était au départ la seule sous-faction qui donnait vraiment un bon bonus au casting pour tout ce qui était les Virkos Vampires. Et là, on avait Radukar, on avait Belladama qui en fait partie. Reroller leur casting rose, c'est très, très, très solide. Oui, Belladama qui est de base dans le livre la meilleure caster autre que Nagash, puisqu'elle a un plus un naturel et est de niveau 2 de base. Donc dans cette faction, on peut reroller ses spells en plus, ça devient très fiable. Et le bonus d'allégeance permet d'avoir le plus 1 to wound sur les unités summonable. La bulle est petite autour des personnages, mais c'est quand même très agréable. Surtout, ça se combine avec la nouvelle Battle Trait qui permet de frapper les petits personnages en même temps que les units. Donc, s'ils sont au combat avec eux, ils donnent en plus le bonus de plus 1 to wound. Plus 1 to wound est toujours bon, on s'entend. C'est c'est ce qui est le plus dur à trouver finalement en termes de buff. Et c'est très rare que vous allez avoir des moins 1 to wound. Donc, juste avoir accès à ce plus 1-là peut être solide. La seule chose qu'ils ont fait un peu... qui ont miss un peu avec cette habilité-là, c'est que ça affecte les Death Ratters, ça affecte les Deadwalkers, mais pourquoi ça n'affecte pas les loups? Ça affecte les loups. Puisque les loups sont Deadwalkers. Ah, ok, bon, c'est là, tu vois, c'était là ma confusion. J'étais genre, mais c'est la faction des loups, why not? Mais, ok, ça fait du sens, au niveau des common traits, est-ce que c'est là qu'on avait... Oui, c'est la faction qui a le plus de common traits intéressants. Donc, le plus utilisé, c'est Pack Alpha qui permet tout simplement au général d'avoir un point de commandement gratuit à chaque tour, le vôtre et celui de l'adversaire. Et comme je l'ai dit tantôt, on en utilise beaucoup. Donc, un plus, très apprécié.
Mais il y en a quand même d'autres intéressants, dont un qui permet de faire un mouvement de 3 pouces en face des héros avec les unités Deadwalker, donc les Direwolves et les zombies, permet, quand on fait des calculs mathématiques, Mhm. aux zombies d'avoir une portée tour 1 de 19 pouces. Et donc de pouvoir attaquer l'adversaire directement dans sa zone de victoire. Soudainement, t'as des zombies d'en face. Ouais, exactement. On voyait aussi souvent King of the Wolf, là, juste pouvoir summoner 5 Oui. Direwolves gratuitement. N'importe quelle habilité qui voulait summoner une unit gratuite, c'est toujours gagnant, on s'entend. Donc, surtout les listes qui mettent pas de Direwolf de base pour protéger Belladonna, ils vont souvent aller chercher celle-là pour avoir les petits polygons. Puis une unit de 5 Direwolves, ça a, si je me trompe pas, pratiquement le même footprint qu'une unit de 10, puisque ils ont la bonne coherency, hein, un maximum de 5 modèles. Donc là, Ouais. vous pouvez vraiment les étendre, faire une belle ligne avec les 5 Direwolves, alors qu'à 10, d'habitude, vous devez quand même les garder assez rapprochés. Donc, très, La très ligne de efficace. 10, la ligne de 10 gagne à peu près 3 pouces de screening Mhm. pour plus de points, si on veut. C'est ça. Mais quand même, pour une unité gratuite comme ça, 5 Direwolves peuvent faire bien la job là, à summoner en avant de votre stock à protéger. Puis au niveau des artefacts, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Plus ou moins, pas beaucoup de buffs. Le seul intéressant, c'est peut-être sur la charge, le porteur a 2-3 attaques de plus avec une arme. Donc, sur des lances vampires sur dragon zombie, ça devient Mhm. intéressant. Mhm. Ok. On a un artefact à mentionner aussi qui peut donner un extra pile-in de 3 aux bearers, ce qui peut peut-être être intéressant, là, encore une fois, à faire des petits trucs de move alentour, peut-être d'aller chercher des fois un Oui, objectif qu'on devrait pas, là, par exemple, sur un Vampire Lord sur Zombie Dragon, par exemple, ben, qui compte pour 5 puisque c'est un monstre, ben, soudainement, il se met le pied sur l'objectif. Ça peut faire une bonne différence parfois. Donc, c'est là. C'est dans nos options. On poursuit avec Castellae, la sous-faction des Blood Knight, celle qui a fait tourner ouais. beaucoup de têtes au départ. Donc, on avait la genre d'habilité là, où ce que les Blood Knights jouent un tabletop RPG eux-mêmes, finalement, là, vont carrément level-upper à chaque fois qu'ils vont tuer du stock. Euh, Ouais, euh, ça affecte pas juste les Bloodlines, mais non, tous les vampires. tous les Non. vampires, ouais. Euh, Et les bonus sont loin d'être mauvais. mhm, Plus de courses, plus de charges permet de fiabiliser énormément. Le plus un dégât est dévastateur dans tous les cas. Et le plus un point de vie, c'est surtout sur les Blood Knights, puisque soudain, la limite de 5 n'a pas 15, mais 20 points de vie. On demande quand même le tanking de 33%. mhm, mhm. C'est une belle scène. C'est solide, puis en plus, on nous donne une option là, pour pouvoir mettre des Blood Knights en réserve là, si on veut. Donc, encore une fois, une bonne façon de protéger nos unités clés si on en a besoin. Il doit arriver, bien entendu, Holy Within 6 d'un board edge, mais ça peut être très, très, très intéressant. Euh, c'est une, on a vu des listes, tu sais, pendant un bout de temps, on a vu aussi beaucoup de listes, là, je pense que c'était plus avec le vieux War Scroll de Nagash, mais on avait Nagash et quelque chose comme 20 Blood Knights, puis ça faisait à peu près votre liste, là. Puis c'était quand même très, très, très efficace, parce que c'était très tanky, très Ouais. dur à tuer, très rapide aussi, même. Puis ça vous permettait de jouer, comme on disait un peu tantôt, un autre style de Soul Blight, où ce qu'on n'est vraiment pas une armée de horde. Là. On a quelque chose comme une vingtaine de modèles maximum dans l'armée. Là, ce qui pouvait être intéressant quand même. Non. Puis, ce qui était à prendre en compte dans ce genre d'armée-là, c'est qu'au final, on ne bénéficie pas de la moitié des règles de la légende, puisqu'on n'a pas d'unité de ce niveau. Ouais. C'était peut-être la faiblesse de ces listes-là. C'est vraiment un autre style de jeu complètement là, quand vous y alliez avec avec ce genre de liste-là, Soul Blight. Là. Mais ça pouvait être fait quand même. Ça donnait une belle option. Oui, ça se jouait, c'était agréable. Common Trait, qu'est-ce qui est intéressant pour nous ici? Rosin Commander, qui permet tout simplement une fois par partie, entièrement à 12 pouces du général, d'activer le bonus Mhm. de condition avec tuer pour avoir le plus un point de vie et le plus un dégât. Donc le tour que vous avez absolument besoin de raser ce qui est en face de vous, Mhm. et utiliser le trait de commandement, et en général, ça disparaît. Mhm.
Très solide, très solide. Surtout sur un petit zombie dragon, un petit vampire lord, ça peut commencer à faire mal, on s'entend. Sincèrement, n'importe quelle unité qui Ouais. prend un bonus de plus un dégât, ça fait toute une différence. Nice, nice. Et au niveau des artefacts, est-ce qu'on a quelque chose qui attire l'œil? Il y en a deux qui sont bons. Le premier, c'est tout simplement 6 pouces du porteur, un moins tout. Donc, comme tu dis, le plus un tout est quand même Mhm. rare chez les armées. Donc, infliger le moins un Mhm. est encore plus intéressant qu'un moins tout. Et le second artefact, c'est tout simplement qu'une fois par bataille, pendant un tour entier, vous pouvez avoir une ward à 5 plus au lieu de 6 quand vous êtes à portée du bearer. Quand même solide. C'est un artefact, ça? Oui. Je Euh, le cherche. Subtract. Je dois t'avouer que je suis pas le meilleur avec les noms, mais Ah, Advent pendant. Death Trust Minion. Ok, oui, je l'ai ici. Le Ouais, Grave Sand Shard. Ok, c'est bon, je l'avais pas vu. exactement. Quand même, c'est que pour un tour comme ça, on peut être vraiment plus tanky. Là. On se ramasse avec 5 plus Ward. Ouais, Ce qui peut quand même être très solide. Voire Nurgle. Pour ceux qui se demandent à c'est quoi ça peut ressembler. exactement. Quand même, très très bon. Donc, vous avez même une manière, tu sais, de. Vous avez une manière de plus un de wound à votre héros, par exemple. Il se donne plus un de dégâts et il peut se donner un 5 plus ward pour tout ça dans le même tour, finalement. Là. Il s'en va dans le tas et advienne que pourra. Là. Donc, ça peut être très intéressant. On peut faire un petit missile avec ça. Solide. Très solide. Et finalement, la sous-faction des monstres, Avengory. Euh, Probablement la sous-faction dormante ouais. du livre, puisque tous ces bonus sont conférés par Gure à tout le monde. Hmm. Au final, elle se démarque pas, puisque de base, elle permet à des monstres de frapper à plein potentiel, comme le type de commandement de Gure. Hmm. Hmm. Euh, Elle permet de jouer, entre autres, les zombies dragons et les terror gates en battleline, qui sont plus grosses après. Ça se joue quand même. Personnellement, j'ai pas les modèles pour la jouer, j'ai pas beaucoup essayé, mais pour avoir vu plusieurs listes tourner, ça a l'air quand même très agréable à jouer. Mais on s'entend juste le fait. N'importe quelle unit qui les attaque ont moins un to wound. À part si t'es un monstre. C'est quand même un Ouais. bon debuff déjà là en partant. On en parle depuis tantôt. Moins un to wound, c'est solide. Donc, c'est comme un buff à l'endurance de votre armée, mais subtil. On s'en rend pas tout de suite compte, mais si l'autre côté n'a pas beaucoup de monstres, quand son armée au complet a moins un to wound contre la vôtre, ça peut faire une bonne Ouais. différence, on s'entend. Encore une fois, ça fait partie de l'effet dormant, c'est que puisqu'on est en dur et que les monstres sont avantagés, la majorité C'est ça. des armées adverses ont un, deux, voire trois Hmm. monstres. Donc, à voir si dans le prochain royaume, on en retire un ou deux de chaque liste. Alors là, ça va devenir encore meilleur. Peut-être que si la méta change un peu et qu'on change de. Avec un nouveau GHB, on change d'endroit complètement. On n'est plus dans le Gur, c'est plus les monstres qui sont vraiment favorisés. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait voir effectivement popper un peu plus parce que comme Guillaume mentionne, c'est le même genre de buff de Stormcast qui avait été nerfé. On se rappelle, il y avait une façon d'avoir un moins to wound sur toutes les unités de Stormdrake Guard. Là. Donc, prenez la liste que vous affrontez aujourd'hui, puis en plus, vous êtes moins to wound contre ça. C'était dégueulasse. C'était assez dégueulasse. Donc, c'est un bon buff, ça c'est sûr et certain. Peut-être juste la situation actuelle qui est un peu moins favorable Exactement. pour cette sous-faction-là. Puis, il faut mentionner quand même que vous avez droit à des mutations de plus pour vos Terror Guys, les Zombie Dragons. Je pense que c'est peut-être les War Scrolls en tant que tel aussi des Zombie Dragons et Terror Guys seuls qui manquent peut-être un petit quelque chose là. À voir avec une refonte en version 3, les monstres ont tendance à être un petit peu plus efficaces ou meilleurs dans leur rôle, en tout cas. Mhm. Puisque c'est vrai que pour leur point actuellement, il manque peut-être de résistance pour les dégâts.
Peut-être c'est juste une question de points, effectivement. Si on les descendrait en Ouais. points... Parce que euh, le War Scroll en tant que tel n'est pas nécessairement mauvais. mhm, mhm. Peut-être soudainement on se retrouve à être capable de mettre plus de stock dans la liste alentour. C'est peut-être plus intéressant. Je sais pas. C'est cela qui est comme un peu plus dur à dire en ce moment. Mais si Ouais. vous voulez jouer Flesh Eater Courts dans Soulblight Gravelord, c'est la satisfaction pour vous. Avec les Terrorgeist et les Zombie C'est Dragons. justement aussi pourquoi on la voit moins, c'est que Flesh Eater Co vous donne plus de bonus aux mêmes unités. Mhm, C'est plus intéressant à la limite d'aller en Flesh Eater Co qu'en Avangard. mhm, mhm. Est-ce qu'on a des common traits ou artefacts qui ressortent? On en a moins ici. Il y en a juste 3 de chaque. Est-ce qu'il y a quelque C'est chose? beaucoup des unités, des habilités une fois par game. Ouais. Je connais pas beaucoup, je dois t'avouer. Les mutations pour les zombies dragons et les terrorgates sont quand même bonnes. Mhm. Mais les artefacts, les command traits, dans le souvenir, il n'y a rien de stable. Je pense qu'on peut en profiter quand même aussi pour mentionner que dans l'update du White Dwarf, on avait eu droit aussi à des mount traits additionnels Oui. qui pouvaient être intéressants là, pendant qu'on parle de Zombie Dragon et de Terrorgeist. En fait, on va juste parler tout de suite de l'update au complet. On a mentionné tantôt qu'il y avait eu le Battle Trait de plus, où ce que vous avez un héros qui n'est pas un monstre, qui peut attaquer, et ensuite de ça, il y a une unité qui attaque. On nous a donné des Mount Traits, donc on en avait un pour... en fait, c'était pour les Zombie Dragon, les deux, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'était pour les Zombie Oui. Dragon. Donc, vous en avez un que, quand il utilise son Pestilential Breath, vous pouvez reroller le dé qui détermine le dégât pour l'attaque. OK. En fait, c'est le seul qu'on voit. Ouais, c'est Puisque ça. le deuxième, c'est tout simplement de choisir une unité supplémentaire lorsqu'on ranime. Sauf que c'est très 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 rare qu'on va avoir plus de 3 unités entièrement à 12 pouces devant le faire. Là. Fait que ça n'a pas apporté grand chose. On avait les Core Battalions ensuite de ça. Qu'on ne voit pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu vraiment de liste utiliser ces Core Battalions-là. Je sais pas si toi, tu l'as déjà utilisé. Définitivement pas On les a bien au vraiment. moins, I guess. Je veux dire, on a le Radukar Scourt qui peut fitter là-dedans. Mais en même temps, la composition des bataillons qui nous présentent ici, ils sont un peu bizarres, on dirait. C'est que surtout, c'est pas que les unités qui sont dedans sont mauvaises, mais sont dans des configurations qu'on n'a pas envie d'aller chercher. Ouais. La cour de Radicars, il y a certains joueurs, lorsqu'ils ont été obligés de jouer au complet, qui l'essayaient. Mais depuis qu'on peut la séparer, il n'y a plus Ouais. personne qui joue tous les personnages. Non, c'est ça, exact. C'est un Et peu ouais, contre-intuitif, je dirais. celle-là avec les Telbat et les Vorguys, Mhm. c'est très 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 rare qu'on va avoir une armée qui va avoir 2 unités de chaque. Mhm. Et en plus, le bonus est très ordinaire. Effectivement. Ça va être plus intéressant d'aller chercher un Battle Regiment Mhm. Mhm. pour diminuer nos pauses que Donc, avoir un PC partout. pas tant hot, malheureusement. Et finalement, on avait les Grand Strategies et Battle Tactics. Cette fois-ci, c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas, c'est pas nécessairement game changing, mais c'est pas mauvais. La grande stratégie, personnellement, dans ma liste actuelle, c'est celle que je joue. Mhm. Ça fait différent aussi. C'est tout simplement qu'à la fin de la partie, on devait contrôler plus de graveyard que votre adversaire. Et en général, avec votre summoning, vous Ouais. avez toujours des unités qui vont revenir et reprendre le contrôle de l'objectif, à moins que jusqu'au tour 5, votre adversaire reste sur toutes les tombes. Mhm. C'est très 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 rare. On s'entend, vous en avez deux qui sont dans votre territoire déjà en partant. Donc, tant que vous Aussi. défendez ceux-là et que vous êtes capable d'aller en chercher un de plus à travers la game puis de le conserver jusqu'à la fin, ben, l'affaire est ketchup pour reprendre Guillaume. Puis au niveau des battle tactics, est-ce que tu te trouves à les utiliser dans tes parties ou pas vraiment? Il y en a une que j'utilise quand même souvent. C'est tout simplement de prendre une unité summonable qui n'est pas en combat. Mhm. Et à la fin du tour, elle doit être morte. En gros, c'est envoyé au sacrifice. Donc, quand vous avez 2-3 squelettes qui ont survécu ou une unité de chauve-souris Mhm. et qu'il y a des beaux gros monstres dans l'armée d'en face et vous savez plus quoi faire, vous donnez à manger et vous avez votre battle tactique. Ouais. Les autres sont quand même pas mauvaises, je les ai jamais vraiment utilisés.
L'une qui implique que deux vampires aient tué au moins un modèle et qui avaient perdu au moins un point de vie. Mhm. C'est rare que ça l'arrive. Et la dernière, ah oui, c'est tout simplement de réussir le dé pour réévoquer une unité. Donc c'est tout simplement jouer sur un 5+. Euh, Ouais, c'est Quand t'as comme. une chose pour toi de faire ta battle tactique, faut vraiment que t'aies aucune chance de faire rien d'autre pour Exact, aller c'est ce chercher. que j'allais dire. Faut vraiment que ce soit ton dernier choix parce que c'est littéralement si je roule un 5, j'ai ma battle tactique, sinon je l'ai pas. Tu sais, c'est comme. Ouais. Puis il faut qu'il te reste des units qui ont été détruites que tu puisses ramener aussi. On s'entend, ça se peut que selon comment que la partie a été, t'aies pas de units détruites que tu puisses ramener ce tour-ci. Donc, C'est le genre de battle tactique que tu joues quand tu es en train de te faire massacrer. Ton ouais. armée a été tablée et tu n'as plus aucune autre solution pour marquer des points. T'as aussi bien roulé un On va 5+. tu dis sur un 5+. Effectivement. Donc, en tout et partout, l'update était quand même assez ordinaire, je dirais. Nous a peut-être donné un bon mod trait, un petit bonus au niveau de l'habilité d'allégeance pour pouvoir attaquer après une unit. Mais le meilleur parti était vraiment le glow-up de Legion of Blood. Clairement, c'était vraiment la Bon. meilleure chose à être sortie de là. Donc, tant mieux pour Legion of Blood. Tant mieux pour eux. OK. Donc, sachant tout ça, je retrouve mon... OK. Sachant tout ça, peut-être tu peux nous résumer en gros qu'est-ce que... Surtout avec la méta actuelle. Bon, je vais le dire comme ça. Avec la méta actuelle, qu'est-ce qu'un joueur Soul Blight doit... À quoi il doit penser, puis comment, selon toi, il doit tuner sa liste pour que ça fonctionne bien dans la méta actuelle. J'utilise beaucoup de mots, je fais des longues phrases, mais tu comprends ce que je veux dire. Sylvain Grévlard a comme avantage de pouvoir gérer à peu près n'importe quelle phase, sauf la phase de tir, puisqu'il n'a aucune unité de tir. Mhm. Et il est quand même chanceux, il va avoir quelques mécaniques pour diminuer notre plan du tir, mais même là, ça reste sa faiblesse. Mhm. Heureusement, présentement, ça a tendance à diminuer pour les beaux gros monstres en vue. Ce qu'on observe aussi, c'est que les nouveaux Battletoads, tout coûte cher. Donc, les unités sont plus importantes. Mhm. L'avantage qu'on a en Soulblight Gravelord, c'est qu'on a beaucoup d'unités qui servent à faire des cordons. On est facilement capable de se protéger nos unités plus fortes, d'absorber et de prendre la terre. Et lorsque c'est le temps de sortir, on peut y aller sans problème. Je pense que les jeunes Soul Blight plutôt ont aussi un avantage dans la méta actuelle, c'est que ils peuvent poser le même genre de questions que une liste de Sonobébat, par exemple, va poser. Est-ce que tu es capable de me passer au travers à temps? C'est des listes qui vont parfois présenter un bon nombre de wounds, avec beaucoup de possibilités de healing, beaucoup de possibilités de ramener des modèles aussi. Donc, c'est pas toutes les armées qui vont avoir le dommage nécessaire pour être capable de passer à travers tout ça. Et c'est une armée qui va grinder. On s'entend, c'est une armée qui va vraiment être capable de s'asseoir sur des points, rentrer en combat et rester en combat longtemps et grinder petit à petit l'adversaire finalement. Ouais, c'est vrai que c'est facile de jouer avec beaucoup de points de vie, parce que nos unités de base coûtent pas cher, sont nombreuses. On n'a pas des bonnes armures, mais la majorité des armées qui sont dans le top méta aujourd'hui, c'est qu'ils font pas vraiment beaucoup de dégâts, mais ils font du dégât très fiable avec la blessure Aïe aïe mortelle et du haut rang. aïe! Mhm. Donc, ils passeront pas les armées qui se basent sur la haute. Mhm. Exact. Hey, Tomb King Tristan, what's up? How you doing, man? Thanks for the follow. Qui disait boo à Manfred. J'ai Manfred à l'écran en ce moment. On va en parler de Manfred. Ben, allons-y justement. Quelles unités dans le livre, selon toi, sont des incontournables? Allons-y comme ça, pour commencer. Le premier, c'est Manfred, selon... On l'a à l'écran. Je le cacherai pas. Je m'étais préparé d'avance.
Gros C'est statement! probablement le personnage qui a le plus d'options, qui nous offre le plus d'options de jeu. Oh, excuse-moi. Tristan, gifting a sub. T'as bouché painting. Donc, ça tombe sur toi, Alexis, qui a gagné un sub. Thanks, Tristan. Very nice of you. Thanks for the sub, man. Appreciate it. Donc, oui, continue, Alexis. Excuse-moi. Donc, c'est ça, c'est probablement le personnage qui nous offre le plus de possibilités. D'abord par son attitude de commandement, qui est tout simplement un plus un to hit et plus un to wound en aura. Ça change les statistiques d'à peu près n'importe quelle unité pour la rendre très létale. Mhm. Que ce soit des Graveguards, des Blood Knights, et surtout ça l'affecte tout le monde. Mhm. Soit des Summonable ou des unités normales. L'autre avantage qu'il a, c'est son capacité qu'en début de phase de combat, il peut se téléporter s'il est engagé avec une unité. Qui lui permet en fait d'éviter tout corps à corps qu'il désire ne pas être. Donc sa survie est grandement augmentée. La seule faiblesse de Manfred, en fait, ça se rapproche de Sevirette. Ça va être le style. Ouais. Si vous n'êtes pas capable de le shooter, vous ne l'attraperez pas. Ouais. Maintenant, c'est quand même un personnage à 380 points qui n'offre, en guillemets, que un plus 5 plus 5 wound si il ne va pas se battre. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y aller. Mhm. Et c'est là qu'en fait, le joueur Sublight doit apprendre à savoir si oui ou non il peut gérer la situation de son personnage. Mhm. Avec Manfred. C'est vraiment une des habiletés. Je pense que la meilleure façon de le résumer, Manfred, c'est un petit tannant. Là. Il va toujours être à l'endroit où ce que vous voulez pas qu'il soit, en train de poker à des places et se pousser quand il est plus la bienvenue. Très très dur up and down si vous avez pas le dommage nécessaire, la projection de dommage nécessaire. Puis ben c'est la beauté de la chose, tu l'as dit un peu. Il va pouvoir se pousser pour aller exactement là où tu as besoin de ses buffs, de son plus un to hit, plus un to wound, ce qui peut être très 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 pratique. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les derniers updates Battletoads, Ouais. les décors de faction sont quand même de plus en plus utiles. Juste à penser à Pierre, les Beasts of Chaos. Touchez Et lui, pas! c'est probablement le mieux placé pour s'occuper des décors, puisqu'il peut changer, faire sauter le décor et repartir. Blasphème, touchez pas à ma Hearthstone, elle vous fait rien de mal, elle fait juste être dans un coin. Je peux vous dire que pour l'avoir fait, détruire une Hearthstone est très satisfaisant. Vous êtes pas correct. Allez détruire des bateaux idonnettes, là. Allez détruire le terrain des luminettes. Laissez mon tas de roches tranquille. Ouais. Donc, effectivement, rapide, fly, peut charger à peu près de n'importe où. Il va arriver puis il va être reparti avant que vous vous en rendiez compte. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Manfred peut paraître cher à 3,80. Mais quand on additionne toutes ces habiletés-là, puis tu sais, il faut se rappeler, ça reste un Mortarch, donc il va choisir 4 unités pour son Deathly Invocation. Tu sais, il y a quand même d'autres utilités, d'autres buffs qu'on voit pas nécessairement que sur le War Scroll. Un sorcier de niveau 2 aussi. Absolument, c'est un wizard. Vampire va avoir accès à la plupart des buffs pour les vampires. C'est sûr qu'il est keywordé Legion of Night, donc va pas nécessairement bénéficier des habiletés de sous-faction, mais malgré tout, je pense qu'il a clairement sa place en dehors de la Legion of Night. Vraiment, là, pour ce qu'il apporte, très 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 solide. Ok, on poursuit. Je vais y aller avec sa jumelle, avec Neferata. Mm-hmm. On a un gros fan de Neferata dans le chat. Là. Je sais que Saline adore Neferata. Un profil très similaire, en fait la même monture, les attaques plutôt pareilles. Ouais. Avoir un impact dans le jeu qui est très différent dans le sens qu'elle va booster beaucoup en défensive votre armée et non en létalité. Et c'est moins mon style de jeu, je la joue moins, mais elle se vaut tout aussi bien que Manfred. La seule chose, c'est qu'elle peut pas se téléporter comme lui. Sinon, je crois qu'on la verrait aussi souvent, voire plus que Manfred.
C'est solide, là. Pouvoir donner un -1 to hit, c'est bon. Dark Mist, son spell est vraiment très 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 fort, là. Tu sais, pouvoir ignorer les negative modifiers, donc tout ce qui est -1 de save ou le rend, ça peut être très très bon. Pas de recevoir des bonus, parce que ce n'est pas éthéré. Exact. Plus éthéré. Exact. Et c'est même pas juste ignore rend, c'est negative modifier. Ça veut dire qu'une habilité qui te donne -1 à ton save, ce qui est différent du rend. Encore une fois, tu vas l'ignorer. On pense tout de suite au nouveau Eidolon of Matlan, l'Aspect of the Sea, avec son spell qui peut faire jusqu'à D3, -1 à ton save. Et là, Dark Mist fonctionnerait. Dark Mist pourrait ignorer quand même ce spell-là. Donc ça peut être très 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 efficace. Ouais, j'aime beaucoup. Je tripais pas sur Neferata, je vais le dire au début du livre. Mais je pense qu'elle a quand même sa place, surtout avec les buffs qu'ont eu la Legion of Blood. Je pense qu'il y a une solide liste Legion of Blood qui peut être faite avec Neferata, avec une genre de liste. Je m'assis sur les points, essaie de me tasser. J'ai toutes les buffs défensifs du monde. Ça peut être quand même très très tough. Ouais. Super, on poursuit. Je vais y aller avec un autre héros dans le même genre, plus dans les pièces de soutien, avec Belladonna. C'est la troisième et dernière sorcière de niveau 2 du livre. Oui. Comme on l'a dit tantôt, c'est aussi elle qui va avoir le bonus de casting naturel. Donc, le +1 qui fait une bonne différence quand on accumule les autres bonus que le livre peut nous apporter. Et ses aptitudes sont extrêmement utiles. Déjà, c'est la meilleure réponse que l'armée a contre le tir grâce à son sort de lycanthropie. Qui permet de transformer les modèles d'une unité en Direwolf, qui permet de locker n'importe quelle unité de tir. Son autre spell de profil, qui est une bulle de 6 explosifs, donc les 6 à la touche, donc 2 touches au lieu d'une, permet une meilleure offensive. Sachant qu'elle est montée sur des loups, elle a un bon mouvement et peut suivre facilement toute l'armée. Et comme si c'était pas assez, elle permet aux unités de Direwolf de gagner la règle du filing à 6 et de pouvoir commencer leur filing s'ils sont à 6, donc d'avoir le même bonus que les ennemis. La différence, c'est que le Direwolf bouge beaucoup plus vite. Et donc, on va pouvoir engluer dès le T1 pratiquement n'importe quelle arme. Et encore en réponse au tir, elle peut envoyer les blessures qu'elle subit sur des loups alentours, comme si c'était bodyguard. Très solide, puis c'est sur un 3+. À part de ça, c'est quand même assez reliable. Très solide. Je pense que si vous jouez une liste Virkos, Belladonna Volga est un incontournable. Je pense que c'est un auto-take. Elle apporte vraiment beaucoup à l'armée. Elle a bonus to cast de 1, puis il faut se rappeler qu'en Virkos, elle va reroller aussi. Là. Donc, +1 reroll, ça commence à être très solide en termes de casting. Donc, très, très, très fort. Comme tu l'as dit, beaucoup d'utilité. Warscroll, très bien balancé, je trouve. Elle apporte beaucoup d'utilité, mais ça reste 9 wounds sur un 4+ save. Oui, elle a un bodyguard, mais ça peut s'écrouler assez rapidement aussi. Donc, il faut bien la protéger, effectivement. Oui, mais comme on a dit, présentement, l'intérêt du Soulblight, c'est qu'elle a accès à beaucoup de screens pas chers. Il faut qu'il s'en fasse. Absolument. Cool. Ensuite, est-ce qu'on a une autre unité? Je vais y aller avec Raducar. Là, on penche un peu plus sur le côté violent. Raducar de Beast, bien entendu. Pas en fait, ils ont les deux mêmes habilités qui est intéressant, mais le The Beast va avoir le mouvement supplémentaire et la létalité supplémentaire qui le rend meilleur, personnellement. Donc, ce qui fait la beauté de Raducar, c'est surtout que lorsqu'il charge, pour un point de commandement, il donne à toutes les unités, Summonable ou Vampire, en fait, toutes les unités du Battleton, plus une attaque. Donc, quand on pense à qu'on peut déjà avoir des bonus de +1 to hit, +1 to wound grâce à Manfred. En Castellaire, on peut aller chercher des +1 dégâts. Et là, on rajoute un +1 attaque. On transforme nos unités en des rouleaux compresseurs, si on peut me permettre l'expression.
Solide. Surtout que Et- ces units-là peuvent même pile in 2 fois aussi à travers tout ça. Donc vos oui. buffs comptent double là-dessus, là, finalement. Et l'autre avantage de Radical DBI, c'est qu'une fois par partie, pour un Pokémon main, il peut ramener 10 loups sur la table. Encore une fois, un sprint de plus. Mhm, 20 points de vie, donc ça se passe pas facilement. Modèle gratuit. Toujours solide, effectivement. Ouais. Cool. Très cool. En plus, Radukar est quand même assez solide en termes de modèle. Très très beau modèle. Ouais. On a vu ses fesses tantôt, donc prenez-moi On pas ne à peut pas les résister. Vous en avez la preuve déjà là en partant. Un solide bot rating pour Radukar. Saline qui dit aucune mention pour le porteur de pelle. Est-ce que tu parles de. Gorslav. Ah, ben c'est le Wascroll juste en dessous. Gorslav, Ouais. tu me diras ce que t'en penses, Alexis. Je pense que Gorslav est très intéressant dans des listes qui sont très centrées sur les zombies. Là. Exactement. En fait, dans n'importe quelle liste qui joue des unités de zombies, il va être un auto-include. Mhm, Dans toutes les autres, on le verra jamais. mhm, Parce que la seule habilité intéressante qu'il possède, c'est qu'il peut, pour un point de commandement, fiabiliser le retour d'unité qui a été décédée. mhm. Donc, si vous jouez des gros packs de zombies, que ce soit 40 ou 60, c'est minimum 2 packs, il va être rentabilisé. Sinon, personnellement, je le vois pas. Juste un ou deux packs de raid. Ou des loups, ouais, j'avoue, il peut le faire sur des loups aussi, mais généralement, je pense à. Non, c'est seulement les zombies. C'est ça la twist. Ah ouais, c'est écrit Summonable Deadwalkers. Ouais, Ouais, you can use c'est the moi command qui ai mal lu. ability if you do so, pick Ok, one friendly Summonable Deadwalkers unit that has been. Techniquement, on peut le faire sur des loups aussi. ok, Mais je pense que tant qu'à c'est payer un vrai. common point, généralement, vous voudriez le faire sur quelque chose avec un petit peu plus de valeur. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, je veux dire, on ramène une unit avec cette common ability-là, mais c'est une habilité différente de la unit que vous ramenez à chaque tour au niveau de votre Battle Shock. Là. Fait que soudainement, vous pouvez ramener 2 units dans le même tour, là, quand même. Là. C'est très faisable. Oui, oui, ça Donc, permet ça, de multiplier. fait que effectivement, comme tu disais, je le verrais bien là, dans une liste qui run des zombies. Je pense qu'il est très 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 solide, très intéressant pour ça. On l'a vu dans des listes faire bien à travers le monde, là, notamment. Levan, qui finit deuxième au LVO, qui jouait Gorslav Oui, avec beaucoup de zombies. Je pense que ouais, quand t'as deux packs de 60 zombies, il y a facilement moyen de rentabiliser. c'est pratique, c'est pratique. Ouais, On poursuit, peut-être si on s'en va plus. Bon, je veux dire, il y a beaucoup de support pieces au niveau des héros qui sont importantes. Nécromancien, tout le monde sait que c'est votre source de double pile-in. On va pas tous les passer si on s'en va voir plutôt les unités à pied, les battle lines, tout ça. je vais juste ajouter une petite Oui, chose pour conclure sur les héros. oui. En fait, les héros que là, j'ai présentés, que j'ai mis l'accent, c'est des héros que leurs bonus sont génériques à toutes les unités. Mhm, Que ce soit les Blue Knights ou les Summonables. mhm, Par exemple, les Blue Knights, c'est souvent eux qui vont avoir les bonus. Mais des personnages comme le Vampire Lord, le Nécromancien, sont des sans dire auto-include, mais des pièces de soutien mhm, très efficaces quand vous allez jouer des unités de Summonable, que ce soit mhm. des zombies, des squelettes ou des Graveguards, mais n'auront aucun autre impact sur le reste de l'arme. Ok. Super. De toute façon, on va en reparler aussi de ces Wascroll-là tantôt. Lorsqu'on va présenter les listes, on va les voir à travers les Oui. listes. Effectivement. Oui. Ok, enchaînons. Unit selon toi, ben, je pense qu'on peut parler tout de suite des zombies. Je veux dire, on en parle Ouais, un peu je vais depuis passer tantôt. les trois battle lines. On va les faire. Les trois sont excellentes, à mon avis. Chacun Euh, dans un rôle un peu différent. Zombies, ben, Et, c'est probablement les plus connus. C'est votre grosse horde sans oui, pas de save, capable de faire du pile-in de 6, capable de faire des mortels sur les wound rolls de 6. je te dis les deux habilités qui les rendent intéressants. C'est solide. Et le fait aussi qui ramène les modèles lorsqu'ils en tuent. Mhm, mhm. C'est Donc, votre marée de modèles qui finit dans plus les, finalement. ouais, dans les unités de Battle Line, c'est l'unité qui fait le plus de dégâts naturellement. On Mhm. va dire ça comme Sans buff. ça. Sans buff, Sans buff. exactement. Puis avec buff, ça reste celle-là qui, en général, le fait le plus aussi. Mais plus qu'elle est grosse, plus qu'elle est dure à buffer. Parce que 70 zombies, ça a une belle surface
à couvrir. Oui, puis ça coûte pas cher là, quand même. Là. C'est une façon Non, d'avoir beaucoup de bodies sur la table pour pas très cher. Là. Un pack de 20 zombies, ça coûte 115 points. 115 points. Donc vous ramassez à du 345 pour un pack de 60. Ça fait beaucoup de modèles sur la table pour peu cher, on s'entend. Ouais, ouais, clairement. Autre option que vous avez, c'est le classique, les Death Rattle, donc les Death Rattle Skeletons, qui vont coûter un petit peu plus cher. Eux sont alentours de 130, 140. C'est 85 pour 10, Ok, ouais. valable 170 pour 20. 170 pour. Ok. En fait, eux, on va les voir par deux configurations. La première, c'est en pied 10 pour tout simplement faire un petit screen pas cher. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que contre une unité du même type, donc une unité de chasse pas trop chère, Mhm. va tenter d'aller reprendre un objectif. Et il ne sortira pas le pack de 10, puisqu'à chaque fois qu'il combat, les unités qui sont mortes pendant le- la phase actuelle, elle est à la moitié sur les 4 qui est, ben, Ouais, mentionné par modèle, ou 4 il revient. ouais, ouais. Fait que Euh, donc, tu as la petite configuration de la petite unité gardien de but, ou tu as le pack de 30, qui là est un vrai enclume, quand même difficile à sortir. Mhm. Et là, les buffs s'accumulent sur eux en général, donc ça devient une unité très difficile à déloger, et qui peut quand même taper Mhm. avec les bons bonus. Je me souviens d'avoir descendu un Archaon avec les squelettes. On n'en parle pas de ça, on n'en parle pas. Ouais, c'est ce que je mentionnais tantôt, ça va grinder très 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 bien. Le combo assez obvious aussi, c'est que bon, à chaque fois qu'il s'active sur du 4+, vous ramenez des modèles, et si vous les faites activer 2 fois avec Danse Macabre, eh ben, vous allez ramener 2 fois des modèles comme ça, donc c'est très 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 fort. Saline qui dit c'était le Archéon de qui? Arrête de poser des questions, Saline, arrête! C'était le mien, ok? C'était mon Archéon qui a chargé des squelettes, qui a pas réussi à toutes les tuer, puis ben c'est ça. Il est resté agglutiné là pour le reste de la partie. Les Varanguards faisaient un job alentour. Là. Les Varanguards se promenaient, tuaient un peu de stock un peu partout, mais Archéon est resté en plein milieu de la table jusqu'à la fin de la game. Ouais. Donc, on en reparle plus. C'est terminé. Donc, très solide, les Skeletons. Je pense que des paquets de 30, c'est très dur à tasser. Il faut réussir à les tasser d'un coup. Parce que sinon, ils vont toujours Ouais. revenir. Ouais. Ça va être très dur à s'en débarrasser après. Ça, c'est- Et Et la finalement... dernière unité, ouais, c'est les Direwolves. Les Mhm. petits. À 135 points pour 10. L'avantage majeur qu'ils ont, bah, c'est qu'ils bougent de 10 pouces au lieu de 4 Mhm. pouces. Donc, ils ont la projection qui manque aux squelettes et aux zombies. Ils font des parfaits screens pour tout ce qui est cavalerie et monstres volants. Mhm. Et veut pas, une unité de 10, c'est 20 points de vie, save à 5. Donc, encore une fois, ça tente au PV. Et les packs de 20, 30, c'est dur à déloger, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Et avec les bons combos, c'est très facile de les envoyer tour 1 dans la zone de Ouais. déploiement adverse. Donc, un pack de 30 Direwolf qui engage la moitié de l'armée adverse au tour 1, ça l'enferme facilement pour un bon tour, voire deux. Mhm. Mhm. Oui, ça peut être dur. Tu les vois sur la table, puis tu réalises pas à quel point ça peut être dur à tasser. Comme tu l'as dit, un pack de 10, c'est 20 wounds, mais on n'a pas ce feeling-là. Ah, c'est juste 10 Direwolves, ils ont un 5+ save, je vais garrocher de quoi dedans, puis je vais les tuer toutes d'un coup. Non. Puis à la grosseur de la base qu'ils ont, c'est facile d'enlever des modèles et de soudainement qu'ils soient plus en combat, qu'ils soient plus engagés. Et là, ben, ils peuvent faire autre chose le tour d'après. Ils peuvent peut-être aller chercher un objectif derrière toi ou se faufiler ailleurs. Charger une autre unité. Ça peut être quand même très intéressant avec eux aussi. Là. Donc, on a trois belles options, je trouve, quand même, là, de base. Là. On n'a pas les Battle Line. Clairement. Mais très solide. Très solide.
On va présenter les listes. Ça va nous permettre de parler aussi de d'autres unités à travers, mais en même temps aussi de parler là, de la façon que la liste joue des combos et tout ça. Ouais. Donc, je vais nous mettre les listes à l'écran. Et... oh, faut juste que j'aille les chercher. OK. Donc, on commence avec une liste Virkos. Donc, mettre ça en full ici. OK. Donc, une liste Virkos. Comme je disais tantôt, un peu plus classique, là, dans le fond, depuis la sortie du livre. C'est pas mal le genre de liste qu'on a vu sortir Virkos a dominé. Ben, dominé. C'est les listes sur Black Gravelords qu'on voyait le plus souvent à travers le monde. Donc, Virkos Dynasty, Grand Strategy, on a le Vampiric Conquerors, c'est là qu'on a mentionné tantôt, là, avoir plus de... Ouais, en général, celle-là, elle joue plus sur Price Sorcery, mais oui, dans le but d'essayer la grande stratégie, c'est ce qui était marqué. Ouais. Je te l'ai envoyé. Ok. Mais en général, c'est Price Sorcery, puisqu'on a 4 héros, dont 2 qui peuvent avoir les points de vie sur les Summonable alentours. C'est très rare qu'il n'y ait plus des héros à la fin du tour. Ouais, non, c'est ça, clairement. Je passe la liste rapidement. On a Manfred, qui connaît Fading Vigor, Belladama Volga, qui connaît Spirit Gale. On a un nécromancien avec l'Arcantome pour pouvoir caster un spell de plus, qui va connaître Decrepify. Un Vampire Lord, qui est le général, avec le Command Trait Pack Alpha pour avoir le command point gratuit. Et il va connaître Soul Pike, pardon. On va avoir 10 squelettes, 20 Direwolf, 10 Direwolf et 3 paquets de 10 Graveguard. Tout ça supporté avec un de chaque Corpse Card finalement. Et là, je vois 2 Battle Regiment, donc c'est une liste à 2 drops. Comment ça fonctionne cette liste-là? C'est quoi le but? Cette liste-là, principalement, en fait, c'est basé sur l'une des 3 sources de dégâts de l'armée, c'est le Graveguard. Qui roule sur à peu près tout ce qui touche avec les bonbonniers. Touche personnelle, j'ai juste en paquet de 10, parce qu'avec les bons buffs, il sort tout ce que je veux sans besoin. Mais le paquet de 20 est quand même très intéressant, puisqu'il a besoin de moins de synergie pour être aussi efficace. Donc la liste se base surtout sur les Direwolf et les squelettes qui prennent la table. Comme on a dit, les Direwolves sont plus durs à sortir qu'on pense. Ça occupe l'adversaire. On a Manfred qui part de son côté, va endetter l'adversaire, revient là où on a besoin d'avoir. Il gosse, il s'en va faire ses affaires de son bord. Ouais, on a le trio de support Summonable avec le Vampire Lord, le Nécromancien qui bouge et Belladama qui bouge un peu tout le monde aussi. Et la liste, en gros, les Graveguards commençaient dans les temples, qui sont cachés. Donc, ils peuvent pas se faire tuer au tir à l'avance. Ils sortent sur la table là où on en a besoin. Prendre des charges à mettre, c'est peut-être la faiblesse de la liste. Mais vu qu'il y a plusieurs unités, on peut multiplier les chances de réussir. Puis, rapidement, les Corpse Cards, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est quoi qu'ils apportent à la liste? Les Corpse Cards sont les petites pièces de soutien. Ça apporte vraiment juste un petit bonus à 80 points. Le premier permet d'avoir un moins to wound à 9 pouces autour de lui. Donc, une pièce de défense. Et permet de diminuer de 1 le casting roll des adversaires à 18. Ben, les figurines à 18. Adverse. Donc, augmenter un peu plus la domination magique. Le second Corpse 4, c'est tout simplement de donner plus un save aux zombies alentours. Maintenant, la liste, on ne l'a pas, c'est pas pour le coup de ça. C'est là. Mais plutôt pour donner un plus 1 de casting. Encore une fois, fiabiliser la domination magique. On l'a dit tantôt, Belladama qui a un plus 1 de casting, reroll ses castings. Et là, soudainement, si on a accès à un autre plus 1, on commence à tomber dans de la zone de Teclis Nagash là, au niveau du casting. Là. Ça s'en vient très, très, très solide. Là. Oui, dans des parties contre les minettes ou des gros personnages magiques, ça faisait des bons combats, même s'il n'y avait pas de dieu pour les affronter. Effectivement.
Très cool. Je trouve ça intéressant aussi. Tu l'as dit un peu tantôt quand on passait sur les artefacts de Virkos. Il n'y en avait pas vraiment qui t'accrochaient à travers les artefacts. Donc on voit ici que tu es allé chercher un Arcane Tome pour être certain que Nécromancien puisse caster sa danse macabre, mais qu'il ait accès peut-être ensuite à Decrepify, ou c'est peut-être lui qui va caster ton Mystic Shield. Mais au moins avoir l'option de pouvoir caster 2 spells devient très 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 intéressant. Cette liste-là aussi était quand même beaucoup en réaction au personnage dieu slash méga gargant. Puisque le nécromancer a le deuxième spell pour caster et la danse macabre et le décupify. C'est le sort par excellence pour shutdown les grosses pièces. Avec moins de dégâts et moins tout. Et comme c'est un sort du domaine sur un jeune homme modifié de 9, ça passe 2 fois et c'est cumulable. Donc, moins 2 dégâts sur n'importe quel gros monstre, ça le rend plutôt inoffensif. Ouais, effectivement. Puis moins 2 to wound, même si, admettons, il y avait un plus 1 to wound, par exemple, ben, vous viendrez en plus l'annuler, ce qui peut quand même arriver. Là, on passe à des Gatebreakers qui, normalement, sur la unit fort pour détruire l'adversaire, et soudain, ses attaques ne font que de dégâts 1. Au final, il fait plus. Grosse différence. Oh, oui, vraiment grosse différence, effectivement. Ouais, puis tu joues très minimum 16 units au niveau des units après, même s'il y a un gros monstre, un dieu, quelque chose qui rentre dans 10 squelettes, il va tuer 10 squelettes, on s'en fout. Mais il va être agglutiné là pour ce tour-là. C'est un style personnel que je fais avec beaucoup de petites unités. Ouais. Ça permet aussi de multiplier les cordons, justement, pour les grosses unités. Ils peuvent pas tuer plus qu'un à la fois. Cool, super. Un bon exemple de quoi peut ressembler, par exemple, une liste. On a quand même 3 bons hammers là, qui peuvent faire la job avec les Graveguard. Et je dirais Manfred peut quand même être un bon hammer aussi là, dans certaines unités. Peut faire la job, effectivement. Solide, très solide. On passe à la deuxième liste, qui est la liste de championnat. Donc, la liste en Castellaï qui remportait les honneurs en fin de semaine passée. Donc, encore une fois, la même Grand Strategies que tout à l'heure. On a Manfred qui fait son retour. Radukar qui est là aussi. C'est intéressant de le voir ailleurs que dans Virkos. Un Vengarian Lord qu'on n'a pas vraiment parlé, mais qui peut être intéressant pour son Ignore le Reine de 1 là, qui donne alentour de lui. Et finalement, Prince Vordrai, qui est quand même un bon beast en Castellaï, peut faire beaucoup de dégâts. C'est une bonne source de dégâts. Oui, quand même, c'est assez solide. On a 40 zombies, 10 squelettes, 3 Fellbats. Et là, on a un Battle Regiment, mais on voit pas toutes les units qui sont dedans. En gros, c'est toutes les units normales, puisqu'il y a le montant exact, et l'un des 4 personnages. Puisqu'en gros, vu que chacun des personnages a plus de 10 points de vie, il n'y a aucun autre bataillon qui marche. C'est ça, fait que dans la fois, ça te fait un 4 drop finalement. C'est un 4 drop. Ok, solide. Explique-nous ça, comment ça se joue, puis explique-nous comment ça se joue en gros. Comment ça se joue? Ben déjà, ben principe, beaucoup de cordons pour couvrir les 4 héros. 4 héros qui, en gros, ont chacun une partie de buff à donner aux autres. Donc, même si on en perd l'un des 4, on reste encore très efficace. Vordrai va être là pour son attitude de commandement pour faire frapper les autres héros dans notre phase de héros. Ensuite, Radukar pour le plus une attaque. Manfred pour le plus un plus un plus. Et le Vengarian Lord vient comme pièce de debuff, de défense seulement. Puisque de base, il fait une aura de moins 1. Il a l'artefact par l'aura de moins 1 tout le monde. Donc, il est là pour encaisser les pièces un peu plus dangereuses. Alors, comment ça marche? C'est que on prend la table avec les zombies, les squelettes qui couvrent un peu les flancs. Les 4 héros ont tendance à rester quand même regroupés. Et l'adversaire n'a pas le choix, en fait, d'envoyer les unités avec un bon dégât pour pouvoir sortir les zombies ou les autres unités pour reprendre la table. Au final, s'il veut marquer des points, il n'y a pas le choix. Et à ce moment-là, il s'expose, sort ses grosses unités et les 4 héros sortent derrière les rangs, ont la mobilité pour frapper à peu près où qu'ils veulent et vont
à E4, tuer à peu près tout ce que vous voulez. Tout simplement. Puis, La liste a été... excuse-moi, tu Ouais, disais tantôt que dans le fond, tu sais, ça faisait déjà plusieurs semaines que tu la jouais, tu la pratiquais, puis tu as eu l'occasion de la jouer en tournoi en fait semaine passée. ouais. Peut-être que tu peux nous faire un petit recap rapide, là, quelle liste tu as affronté, puis comment en gros s'est passée la partie, là. La première partie que j'ai jouée, c'était contre du Ozyak Bone Reaper Mhm. en Petit Fact. Une liste très classique axée sur le Mortec d'or. Deux packs de 20, un pack de 10, le tout dans Hunter of the Earthland pour protéger Ouais. du War. Pour pièces de soutien, on avait Arcane, une catapulte, le Bone Shaper pour ramener les modèles et donner la Ward à 5+ avec l'artefact. Et je joue aussi 3 Stalkers pour une petite unité un petit peu plus indépendante. Donc, la partie s'est déroulée assez rapidement. Je l'ai laissé commencer, il a amené les mortels sur les objectifs. Et ensuite, à mon tour, j'ai réavancé. Et les zombies étant plus nombreux, ben, prenez l'objectif par le nombre, sans Mhm. nécessairement avoir à combattre les mortels. Et sur un flanc, vu qu'il n'y avait pas autant de mortels guard, il n'y avait pas toutes les bottes non plus, ça a été rapidement sécurisé par l'un des personnages qui était Vondral. Il est parti, il a mangé 10 Mortec Guard de son côté. Ensuite, les 3 Stalkers sont venus le voir, il les a mangés aussi. Mhm. Il est revenu vers le centre de la table. Et là, graduellement, les packs de Mortec sont tombés un par un. Entre-temps, la chose aussi qui m'a aidé, c'est que les chauves-souris sont le petit élément un peu, sans doute surprenant, mais à surveiller, puisqu'ils ont le Retreat in Charge. Donc, même si tu les engages, eux Mhm. vont pouvoir, avec un mouvement de 14, passer par-dessus tes lignes autour d'eux. Et là, en plus, on avait une belle catapulte qui ne peut pas tirer quand elle est engagée encore à corps. Les chauves-souris sont allées Mhm. lancer, la charger, qui vend son support de tir. Et pour lui retirer sa dominance magique de Arcane, Mhm. Manfred est allé tuer son cousin. Je vais l'appeler comme ça. Mhm. Donc, rapidement, les héros sont tombés, il restait que quelques mortels. Ça s'est conclu avec une table rase pour le Petrific pour Victoire de Death contre Death. T'as asserti ta ouais. dominance. Nice. Parfait, round 2. La deuxième partie, j'ai tombé contre Kev et ses Corn Bloodbound. Ah non, pauvre toi. Pauvre toi. Jouer contre Kev. J'irais plus pause lui cette fois-ci. Mais donc non, une game qui a été assez mentale, puisque clairement il essayait d'avoir une liste différente, une liste qui n'était pas nécessairement aussi optimisée. Donc il fallait qu'il réfléchisse beaucoup. Et dès le tour 1, j'ai commencé à lui jouer des mauvais tours. Il fallait qu'il fasse encore plus attention. Par exemple, il jouait l'unité de Warcry qui permet de bouger en début de partie. Mhm. Je me rappelle pas son nom, là, les Untamed Beasts. Ouais, Donc, exact. il a avancé ses Untamed Beasts et les a mis à 6,1 des zombies, puisqu'il fallait à 6. Et j'ai tout simplement redéployé les zombies vers l'avant. Ouf! Got him! À sa grande surprise. Et donc, les zombies ont pu avancer avant même que j'ai pu jouer mon tour 1 vers les Uh-huh. objectifs, Uh-huh. mangeant les Untamed Beasts. Donc, ce qui s'est passé, c'est à peu près la même chose que le scénario 1. J'ai pris les objectifs par le nom. Il n'a pas eu le choix d'envoyer ces grosses unités, qui étaient des Varangard, un buveur de sang avec la hache et les 6 Blood Crushers Oui, oui. pour essayer de reprendre la table. L'erreur qui l'a vraiment enterré, c'est qu'au tour 2, il a pris Monstrous Takeover et a oublié qu'il fallait pas qu'il y ait de monstres à portée de l'objectif Ah! avec. Il pensait juste qu'il fallait qu'il le contrôle. Avec un monstre. Ah ouais, ouais, ouais. Ah. Bon. Et ce qui est arrivé, c'est que tour 1, Manfred, la seule menace qu'il y avait dans la liste, c'était la charge du Blood Crusher, qui avait chargé dans le dispositif les Blood Crushers, il avait tué un, suffisant pour leur retirer les blessures mortelles sur du 2+. Oh non. Il était resté là. Donc, tour 2, il déclare qu'il veut reprendre son objectif. Ben, qu'il met le Monstrous Takeover. Et Manfred a décidé de rester sur l'objectif.
En fait, ça a été un pari, puisqu'il y avait le Blood Toaster plus 4 Blood Crusher. Si il réussissait à tuer Manfred, il Ouais. prenait un certain avantage, puisque l'un des plus gros atouts était mort. Mhm. Mais au contraire, si Manfred survivait, ça lui bloquait sa battle tactique. Et ben, Manfred continuait à taper, retirer des points de vie, retirer des bonhommes. Et c'est ce qui s'est passé. Le Blood Crusher, le Blood Thirster a fait un gros dégât à Manfred. Donc, passe à battle tactique. Tour 3, les trois autres héros restés en arrière, donc Vordrai, Vordrai, Radukar et le Vangorian Lord sont rentrés dans la mêlée, ont tué les Varangard, ont tué le Blood Toaster, ont tué les Blood Crushers. Il lui restait plus grand chose. Il a tenté T3 de reprendre un petit peu de points pour tenir au score avec un tuer le Warlord sur le Vangorian Lord. C'est une pièce qui est indélogeable lorsqu'on le veut, puisque de base, 3 plus de save diminue le render. Mais dès qu'on donne un bonus de plus 1, on tombe à l'équivalent de 1 plus. Mhm. Moins 1 to wound. Donc, il a pas réussi à le sortir. Mhm. 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 Suite à ça, on a calculé les points et c'est serré là. Il a fait un Kev, communément appelé. Ouais, c'est clairement. Je suis content. Je suis content que tu aies apporté cette situation à la lumière. Je vais me faire un plaisir de lui en reparler constamment. Donc là, t'étais 2-0 quand même. 2-0, vu qu'on était 10 joueurs, on était 3 qui avaient fait un 2-0. Ok, ouais. Il y avait Lou Bergeron, puis Jeff, je me rappelle pas de son nom de famille, mais qui jouait dans leur King. Normand, je crois. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et qui jouait dans leur King avec Moratti, avec Disbo Snake et d'autres Snake Lady. Et Lou qui était avec les nouveaux Idonettes. Et bien entendu, vu que moi et Lou, on avait plus de points, puisqu'on avait fait un sac, on avait checké aussi pour voir en match de leur master du Grand Cash quels étaient les scores. Oui. On avait tous les deux 2-20-0 d'accumulé. Ok. C'est nous deux qui se sont affrontés pour la finale. C'était la deuxième fois que je jouais contre la liste de Lou, puisque j'avais été le premier à lui permettre de tester le Battleton. Nouveau, il donnait. C'était une petite défaite en score de tournoi, ça équivaut à un 11-9 la première fois que j'avais joué contre. Et là, c'était la revanche. C'était la finale. La journée commençait à être longue. Donc, on a tout donné. J'ai laissé il m'a laissé le tour 1 puisqu'il y avait un drop. Et on jouait. Excuse-moi, qu'est-ce que Lou jouait en gros, là, puisque là, c'est les nouveaux idonettes quand ouais, même? Ouais. Il jouait plus une liste axée sur les trals, donc un pack de 30 trals, la tortue pour donner des buffs, 3x10 River pour un soutien en tir. Il jouait en Morphane pour ramener les modèles à coup de 3 plus de 3. Donc il y avait le Soul Render. Il jouait Lotan aussi pour la bulle de plus un coup. Et la touche personnelle qu'il y avait, c'est que même si personnellement, je trouve que l'Acadian King présentement est le meilleur choix en général, lui il va avec l'Eidolon de la mer. Ok. Qui avec le tête commandement permet en gros à chaque fois qu'il fait un sort au moins 7, continuer de caster. Ouais, ça c'est cool. Combiné avec un Arcane Tome, il y avait 3 sorts de base. Donc il faisait pratiquement tous ses sorts à chaque tour. Donc, petit duel magique de ce côté-là. Et donc, ça ressemble à ça pour salut. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Non, ça ressemble à ça. Donc, on jouait dans le scénario de table brûlée. Donc, aucun objectif en centre de table, seulement dans les zones de chacun. Donc, tour 1, j'ai décidé d'être frileux, rester chez moi, avancer juste un petit peu. Pour pas subir tous les dégâts des tralls dès le terrain. Donc, détruire les zombies assez facilement. Et là, lui, à son tour, s'est avancé, s'est mis à portée de tir, a commencé à tirer. Et là, à ma plus grande tristesse, j'enchaînais les 1 et les 2 sur les sauvegardes de Vandrai et Manfred. Donc, à la fin du tour 1, il me restait 4 points de vie sur Vandrai et 6 points de vie sur Manfred. L'initiative T2 était quand même cruciale puisqu'il y avait le moyen de sortir les 2 pièces et me mettre
bien en désavantage, on va dire. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu le double tour. Donc, ça repart, et là, il avance, il se met à portée de charge, le but, c'est de rentrer, de tuer tout ce qu'il peut, il continue ses tirs. Donc, Vondrai a disparu. Manfred a réussi à survivre avec un gros 2 points de vie. Oh, ok. Et aussi, la tortue s'est enfoncée dans les zombies. On a tué la grande partie. Il en restait 11 à la fin du tour. Que ça s'enlignait quand même bien. Et à mon tour 2, je dois avouer que je partais sur une petite défaite. Donc, j'ai tenté d'aller grappiller les points. Et ce qui s'est passé, c'est que Manfred, le Vangorian Lord et Radukor ont réussi à pratiquement tuer le pack de Thrall au complet. Ok. Et je savais aussi que c'était le seul moment que j'avais, puisque le tour suivant, c'était le tour 3, et que toutes les unités de corps à corps avaient une défaite. Mhm. Et le moment le plus, sans dire drôle, mais le surprenant de la partie, c'est que j'ai pris justement l'objectif sur le Blight qui dit qu'à la fin de tour, une unité doit être détruite, Mhm. de son bon. J'ai pris les zombies. Et j'ai renvoyé les zombies sur la tortue. Considérant qu'elle avait tué les Ouais. 30 Ouais. autres 11, ça devrait être facile. Sauf que finalement, après avoir reçu tous mes buffs, puisque Manfred avait tué avec son épée un modèle, les zombies ont plus une attaque. Puisque Ah Radugor non. avait chargé encore plus une attaque. Donc les 11 zombies ont attaqué et ont arraché pratiquement tous les points de vie de la tortue, la laissant qu'à un seul point de vie. Et là, l'espoir a commencé à renaître. Les trolls étaient presque morts, la tortille était agonisante. Donc, sur un double tour 3, il y avait moyen de vraiment revenir dans la partie. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à mon tour à redoubler. J'ai fini les trolls malgré qu'ils tapaient en premier. J'ai terminé la tortue. J'ai commencé à prendre le board aussi avec les unités summoning board qui me restaient. Et là, avec les quelques riveurs et les édolons, de tenter de sauver les points. Mais j'avais toujours des unités qui revenaient, et Mhm. j'ai réussi au scoring à revenir, brûler ses objectifs. Et pour finir avec un score de 25-19, si mes souvenirs sont bons, Ça vous donnait à quoi la fin du tour 4. 0,20, ça donnait quoi à peu près? 13-7. Ok. 13-7. Quand même, solide. Une belle remontée. Vous avez chacun Euh, fait un double une tour. belle remontée, comme tu dis. Ah ouais. Ben, on s'entend qu'après un double tour comme ça, comme tu as subi, c'est facile de dire, off, j'ai plus grand chose à faire, mais. C'est quelque chose dans Soul Blight que j'ai appris, c'est que tant que tu as un modèle en vie, tu es Mhm. capable de jouer parce que tu en ramènes constamment dans la partie. Beaucoup des match-ups que je pensais perdus tour 2 se sont avérés que je les ai gagnés tour 5 à Mhm. quelques points près parce que je remontais. C'est pas toujours le cas, parce Mhm. que parfois ça marche pas. Mais plus souvent qu'on pense, en Soul Blight, on est capable de revenir en fait. Solide, solide. Félicitations pour ta victoire, Alexis. Très bien mérité. Ça a été une grosse game, une grosse journée. Oui. Mais les Soul Blight ont été gagnants. Je suis certain qu'on va revoir Lou avec ses idonettes, par contre. Je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on le voit J'en ai sortir. pas de doute, j'en ai pas de doute. C'est assez solide. Des trolls, ça fait peur. Moi, ça me fait peur, des trolls. Quand je regarde ça, ça peut faire le blender à travers pas mal de stock. Ouais, Euh, faut réfléchir à comment on les gère. ouais, c'est sûr et certain. Cool. Donc, Lys Castellai, quand même assez solide. Est-ce que le level up sur tes héros est arrivé souvent? Est-ce que ça a été quand même déterminant dans tes parties ou... Honnêtement, le plus un, le trait de commandement du Valgorian Ouais, Lord, donc d'avoir le plus un des gars au moment où tu as ouais. besoin, lui c'est avéré utile. Mhm. Les autres Ouais. fois que j'ai gagné les bonus, ça a plus été euh, un un petit réconfort ou un Mhm. moyen de bien finir la partie, mais Ouais, ça ouais, n'avait je pas de comprends. fin. Je comprends. Ok. Ok. Euh,
peut-être pour terminer aussi là-dessus, peut-être que tu peux nous dire en gros, c'est quoi les challenges pour Soulblight Gravelords? Quel genre de peut-être, c'est-tu des listes en particulier ou des armées, généralement des mauvais match-up, est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui peut être difficile pour eux? Bah, clairement, toutes les armées qui ont une bonne frappe de tir, on a encore de la misère à les gérer, mais c'est quelques mécaniques. Les Dragons Stormcast, on fait partie du lot. On a bien de la misère contre eux aussi. Les listes, les listes qui jouent beaucoup de zombies s'en sortent pas trop mal, puisqu'au final, ils ont le PvP. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, toutes les autres listes sur le Blight ont bien plus de misère. Mhm. Mais sinon, en général, on est capable de se débrouiller comme ça. On s'entend que Soulblight, c'est une des listes par excellence, ce qu'on peut dire. Just shoot the heroes. Juste tirer les héros, c'est primordial si on veut descendre le power. Toutes les synergies viennent des héros. Donc, c'est sûr que d'affronter, comme tu dis, des listes qui ont vraiment la possibilité d'aller sniper ces héros-là de loin, ça va être très difficile pour le reste de la partie, sans aucun doute. Clairement. C'est l'intérêt un peu de la liste castellaire que je joue en ce moment. C'est qu'en ayant 4 grosses pièces de buff et de dégâts, c'est impossible en fait pour les listes de tir actuelles de toutes les sortir en auto. Et eux ont le mouvement et la portée pour pouvoir aller chercher ces unités de tir le tour là. Absolument. Absolument. Cool, très cool. Donc, je pense que ça montre que, en gros, pour faire un résumé, je pense que Soulblight est bien positionné dans la méta actuelle. On répond à beaucoup de questions que la méta pose. Sont capables de faire le dégât, sont capables de mettre beaucoup de wounds sur la table, même des façons de les mettre en dehors de la table, de faire du deep strike comme on parlait tantôt. Donc, je pense que c'est un beau livre avec beaucoup d'options, beaucoup d'outils à la disposition. Puis, honnêtement, c'est un livre qui est comme un rêve pour le list building. Je veux dire, vous avez vraiment... On a parlé de quelques unités aujourd'hui, on n'a pas parlé de toutes les unités, mais il y en a d'autres dans le livre puis qui sont viables aussi, qui sont très utilisables, qui sont très jouables. Je dirais que 90% des unités ont un rôle à jouer dans des listes. Je pense que... À un moment, ouais. Je pense que ça a de l'allure. Je serais d'accord avec ça aussi. Tu sais, fait que c'est super intéressant comme livre au niveau du list building, de faire des listes, d'essayer de trouver des petits combos par-ci, par-là. Je pense que c'est un très beau livre, très bien designé, selon moi. Avec un power level juste correct. C'est une armée qui peut faire facilement des 3-2. Même des 4-1 aussi. Ça va prendre ça va prendre le skill, ça va prendre le joueur après ça qui connaît bien son armée, connaît bien les match-ups, tout ça pour aller la pousser un peu plus loin, faire consistamment des 4-1, des 5-0 peut-être aussi. C'est très faisable selon moi. Donc très 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 intéressant. Ça va conclure notre Faction Focus. J'espère que ça vous aura plu. À vous dans le chat, à vous qui regardez peut-être en rediffusion sur YouTube. Saline qui est là encore, j'espère que ça t'aura fait un bon petit Faction Focus pour ta faction. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que t'es content. Alexis, un gros merci encore une fois d'être venu. C'était très très plaisant de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir. On te souhaite bonne chance pour le clash, bien entendu, qui s'en vient. Peut-être qu'on aura la chance, ou peut-être la malchance pour toi si j'ai des dragons, de s'affronter au clash. On verra bien. Je pourrais peut-être Ouais, ça dépend des points de vue. Je pourrais peut-être venger mon Archéon à ce moment-là. Comme Joe dit, un des livres avec le plus de souplesse tant que tu prends pas le hardcover. Bonne blague, Joe. On en avait besoin de celle-là. Saline qui dit il repassera, on n'est pas sorteux. Ben absolument, c'est certain, Alexis peut revenir quand tu veux sur le show. Toujours un plaisir de t'avoir. Guys, un gros merci d'avoir été là. Si c'est pas déjà fait, lâchez un petit follow, lâchez un petit like si vous regardez sur YouTube. Ça aide le channel et ça m'encourage à continuer. C'est très, très, très apprécié. Merci à vous tous qui ont été là ce soir. Merci pour les subs, merci pour les follow. Lore Master en fin de semaine, je vous redonne des nouvelles sur un petit recap probablement la semaine prochaine, là, voir comment ça s'est passé, voir un peu les listes et tout ça. Ça devrait être cool. Fait que d'ici là, lâchez pas. Le clash dans un mois. Faut travailler, faut faire de la peinture. Oh god. Fait que bonne semaine à tous. Puis je vous embrasse ces orteils, guys. OK? Bye bye.
Oh oh oh! Ha 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 ha! Yeah 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 yeah!